L'erreur de ceux qui, de bonne foi, dans leur amour de la liberté, ont accordé à la souveraineté du peuple un pouvoir sans borne, vient, de la manière dont se sont formées leurs idées en politique. Ils ont vu, il faut le préciser dans l'histoire, un petit nombre d'hommes ou même un seul en possession d'un pouvoir immense, qui faisait, il faut le dire également, beaucoup de mal, mais leur courroux s'est dirigé contre les possesseurs de ce pouvoir et non contre le pouvoir lui-même. Au lieu de le détruire, ils n'ont songé qu'à le déplacer. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mercredi 16 septembre de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans encore ce matin pour cette nouvelle édition. La troisième du genre, bien sûr, de DBS Matin de cette semaine. Eh bien, nous sommes très heureux. On espère bien sûr que la galère va s'achever, la galère va justement finir. On l'espère également pour toutes les personnes qui sont levées ce matin pour aller justement se battre, comme on aime souvent le dire au quartier, chercher justement le bonheur, crier haut et fort que, bien sûr, la vie va changer un jour ou l'autre. On vous le souhaite d'ailleurs, et on le souhaite d'ailleurs à la terre tout entière, à tous les Africains qui sont sortis ce matin, qui sont levés tôt. D'ailleurs, la grande épreuve de tous les jours, c'est d'aller travailler, c'est d'aller chercher le bonheur. Et on aime souvent dire que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard. Bon, même si j'ai pas souvent été très d'accord avec ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui se lèvent tard et qui sont justement dans le bonheur. Alain Dior, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent justement du côté des Kribi, oui, également du côté de l'ouest du Cameroun. Et on en a aussi des téléspectateurs là-bas. Et même du côté de l'extrême nord du pays. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte très bien. Malgré la pluie d'hier à aujourd'hui, vous allez bien? Voici le deuxième jour. Deuxième jour de pluie, il pleut toujours dans la ville. Bon, on est obligé quand même d'être là le matin. Peu importe ce qui peut arriver. Bon, si vous allez bien, tant mieux. Absolument. La maison aussi va bien. Absolument, ma mère se porte. Pourquoi vous pensez d'abord en première position à votre mère? Oui, je pense que c'est même la fondation de la société. Sans mère, je ne serais pas en vie. Vous savez qu'on peut changer de femme, mais on ne peut pas changer de mère. Donc, évidemment, je crois que vous savez de quoi je parle. Vous n'êtes pas être désagréable ce matin. Non, vous alors, vous avez un raisonnement dormi de vous. Good morning, welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. You know, Jackson always brings this argument of women and... vous savez, il est amoureux de sa mère, alors. Voilà, just like every other person, but we must indicate that once there is a woman, once there is a child, there was a father as well. So you cannot substitute the father as well. So I think that... Bah oui, voilà. Manguevenosa dit quelque chose d'extraordinaire. If there is a child, then there was a father. Except Jesus Christ, whom they tell us that Mary conceived like that. Voilà, il a dit qu'il ressemble à son père. So I think that we should... Oui, mais ça c'est connu. Vous savez que c'est même la mère qui est la base de la société. Sans maman, il n'y a pas de société. Sans maman, il n'y a pas de famille. Et donc, sans papa, il n'y a pas d'enfant. Oui, mais en fait, dans la société, vous savez qu'on ne néglige pas le père, mais le papa aussi a sa place. Mais c'est la maman même qui porte l'enfant. Et donc, tout est honneur. Vous savez ce qui m'épate en fait dans le monde d'aujourd'hui, c'est que tout le monde pense à sa mère, mais personne ne pense à son père. Steve, that's where I was going to that. I was reading a certain comment the other time. It was on social media with one guy who was lamenting that we have had this cry, this gender equality cry, where women feel that they are being, suppressed, they are being maltreated, they are being violated. But then he was saying that men suffer more than women. No. Men are being abused more than... He quoted the example of those in the Western countries. You cannot play with a woman. You cannot play with a woman and a child. They will lock you up. You just need to abuse a woman and he calls a police officer, you sleep behind bars. But then they forget that men cry in their rooms for what women do and nobody even see the et personne justement ne regarde. Steve, je voudrais dire quelque chose. N'entend leur cri. Oui. Vous savez que c'est un caractère inné pour tous les êtres, pour tous les individus. Je voudrais dire par exemple l'homme. L'homme est beaucoup plus attaché à la femme. C'est connu en psychologie, c'est-à-dire que l'homme est plus attaché à celui qui donne à manger. Et donc, c'est depuis l'enfance qu'il y a cet attachement. On ne peut pas délier ça aujourd'hui sous prétexte que la société est en train de ne pas... C'est pas une question de... Donc je pense que c'est un caractère... Il y a une chose que vous devez savoir. Dans la tradition africaine, la pure tradition africaine, moi j'ai vécu avec mes grands-parents, je vous le dis tous les jours, on est toujours près de son père. On est toujours près de son grand-père pour avoir, laissez que je termine, pour avoir les conseils, pour avoir justement la sagesse, l'intelligence pour être dirigé dans la vie. Donc, normalement, vous devez toujours être du côté de votre père pour qu'il vous montre, en fait,
son expérience, pour que vous dites par où il est passé, pour que demain après-demain, vous également, vous ne tombiez pas dans les pièges ou alors dans les erreurs par lesquelles il est passé. C'est là que je vous ai dit que le papa, le père a sa place dans la société. Oui, mais on ne pense pas souvent à lui. Oui, on ne pense pas. Ça, je ne voudrais pas dire qu'on ne doit pas penser au papa, mais je dis que la maman a une place très prépondérante dans la société. Pas plus que le père. En tout cas, moi, je vais dire bonjour à tous les pères ce matin, à tous ces hommes et femmes, parce qu'il est difficile d'être père, à ces pères qui se lèvent d'ailleurs tous les matins pour aller chercher le travail, ces pères qui payent les factures d'eau, d'électricité. C'est connu. Oui, il faut que je vous le dise d'ailleurs, hein, la rentrée scolaire est proche, ils sont en train de réfléchir, ils ont mal à la tête, ils sont en train de monter et descendre, ils se posent des questions, comment est-ce qu'ils vont pouvoir payer la scolarité de leurs enfants, si l'enfant est malade, c'est lui, si la femme est malade, c'est lui, si il faut payer le loyer, il faut payer la maison, il faut construire, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout ça, c'est sur les épaules des pères. À tous les pères, eh bien, bonne journée. À tous les pères, eh bien, nous sommes de tout cœur avec vous. Eh bien, mes deux mousquetaires sont là ce matin. Eh bien, c'est pour la revue de presse. Mangue Venachus pour la première partie. For this midweek edition of Newspaper Headlines Review, this Wednesday, the 16th of September 2020, we begin from the Guardian Post newspaper. In sports, looking at the CAF Champions League, telling us that the PWD Bamenda risk disqualification. On page 3, we read that the Court of Arbitration for Sports, ruling on Monday, recognized the Cameroon Professional Football League as the only competent body to organize local championships, and the paper says this could see the cancellation of the 2019-2020 season that was rather organized by Fecafoot, wherein the Bakwa Boys emerged champions. In the editorial page on politics, the paper says no to unequitable distribution of regional council seats. And still in politics, we read about the Episcopal Conference president who faults government over the tense political climate in Cameroon. The Rambler newspaper today in politics employs Paul Biya in the following words: "Come forth, Biya, let Cameroonians feel you." The paper on page 4 says, "Dead or alive" is the mantra Cameroonians have been engrossed in concerning President Paul Biya. Then on page 5, the paper looks at the myth and mystic of Atanganji's banning order. And in health news on page 2, we read of face masks dropping for handshakes and hugs and COVID-19. The government-owned Cameroon Tribune in politics looks at the manifestations announced by the MRC party for September 22nd. And in a communique, as we read on page 3, the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, yesterday in Yaoundé, highlighted that no manifestation can be considered as peaceful when the aim has been declared, and that is the beginning of popular uprising. Government spokesperson reminded all those participating with such a project that they should be ready to answer before the law. On pages 4 to 5, Cameroon Tribune, talking about the stabilization of Cameroon, says the minister delegate at the presidency in charge of defense, on instruction of the head of state yesterday, handed the national colors to the soldiers in Mochibom in the East region. Mochibom is in the East region, prescribing discipline and professionalism in the discharge of their duties as they defend the territorial integrity of Cameroon. On page 12, we read of the Union of Cameroon's Businesswomen, where the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises inaugurated an ultra-modern headquarters that will, among other things, train young female entrepreneurs. Le Messager newspaper in politics looks at the reform of electoral code, quoting the Bishop of Bafang, Monseigneur Abraham Kome, who accused the actual government of being at the origin of mental deterioration, calling for a consensual electoral code to be put in place in Cameroon. It is the same story Emergence newspaper focuses on today, looking at the political situation in Cameroon, telling us on page 5 that Monseigneur Abraham Kome denounces Biya and his electoral system. In a letter published recently, Emergence newspaper says
the president of the Episcopal Conference does not spare the achievement of the head of state. And on page 5, the paper asks, who is truly Monseigneur Kome? You can read page 5 for an answer in today's edition of Emergence newspaper. Then on fighting against COVID-19 pandemic, the paper informs us that Archbishop Cleda's treatment protocol goes international. Mutation newspaper with focus on the upcoming regional election calls on the CPDM party to be careful. On pages 8 to 9, the paper says the selection of candidates within the party is marked by threat and trading with outright neglect of the circular letter of the national president and that of the Secretary General. Le Jour newspaper on page 5 tells us that government has promised to crush all manifestations with a number of communiques signed to that effect by government authorities, as we read on page 5. We go out of Cameroon and we go down south of the continent to South Africa with the Sowetan Live newspaper that continued their coverage of the case of a man who killed a student doctor in Limpopo. And the paper today says the man has been sentenced to life imprisonment. The Limpopo High Court handed down the judgment yesterday. In Nigeria, the Vanguard newspaper reports that former national chairman of the APC party has dismissed issuing any statement, verbal or written, on the fortunes of the APC or any other party in weekend's governorship election in Edo State. The ex-governor, in a statement yesterday, described the purported statement credited to him in a social media as disgusting, insisting that it could have originated from sick minds and desperate people of criminal orientation, for only Edo people can decide who governs them. In East Africa, the Herald newspaper in Zimbabwe says President Mnangagwa, who spent his 78th birthday at work yesterday, says he is a satisfied man after achieving the aspirations of his parents, who wanted him to be a lawyer, and marking the resolve to fight head-on white settlers who had expropriated land and wealth from indigenous black Zimbabweans. Then out of Africa, we take the Guardian newspaper in Britain that says COVID-19 testing crisis could take weeks to resolve, as been admitted by Hancock. Steve, these are some of the informations that we could have from papers home and abroad this morning. Triste nouvelle à la grande une de Guardian Post ce matin avec, on parle bien sûr de la Champions League avec le PWD de Bamenda qui risquerait d'être disqualifié. Oui, ça nous fait un peu mal, mais bon, on espère tout simplement que ce ne sera pas le cas. Parce qu'on aimerait bien voir le PWD de Bamenda aller justement à cette Champions League, parce qu'on espère, hein, on croit fort justement à cette équipe de Bamenda. Et bien bon, on ne va pas également oublier de Rambler ce matin qui nous fait comprendre que bien avance, eh bien, laissez les Camerounais vous sentir. That is it. That he should come forth. Voilà. So the Cameroonians should feel him because he has been absent for some time. D'accord, allons-y. Voir ce que nous ont réservé les journaux et quotidiens dans la langue de Molière avec Alain Diop. Commençons par Cameroun Tribune qui parle de manifestations annoncées par le MRC et la mise en garde du gouvernement. Dans un communiqué signé hier par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, relève qu'une manifestation ne peut être considérée comme pacifique lorsque le but déclaré est le lancement d'un mouvement insurrectionnel. Le porte-parole du gouvernement rappelle que tous ceux qui s'associent à ce projet doivent s'attendre à en répondre devant la justice. Le journal Repère présente les différentes figures de la scène politique et même de la société civile qui préparent les manifestations du 22 septembre. Le journal dit que ceux-là, tous sont sur le viseur de Paul Atangandji. Le journal Le Jour pense que le gouvernement promet d'écraser les manifestations, d'où de nombreux communiqués sont signés dans ce sens, nous fait savoir le journal Le Jour. À la une du quotidien Le Messager, réforme du code électoral, l'évangile selon Monseigneur Abraham Kome. Le journal nous fait savoir que dans une tribune publiée depuis lundi dernier, l'évêque de Bafang accuse la gouvernance actuelle d'être à l'origine de la détérioration des mentalités et exige la mise sur pied d'un code électoral consensuel.
Le journal Singan nous indique quant aux préparations des régionales Eyébé ici à la conquête du Nyon et Kélé en mission commando dans ce principal foyer de l'opposition dans le Grand Sud. Le président de la commission départementale de réception et d'analyse des candidatures du RDPC a donc privilégié la conciliation et le consensus autour de la liste de son parti en consultant la totalité des conseillers municipaux du département. À la une du quotidien Mutation régionale, attention, péage. La sélection des candidats au sein du RDPC est marquée par le chantage et des marchandages. La circulaire du président national et la mise en garde du secrétaire général du parti sont donc ignorées. Le journal Action du RDPC nous fait savoir que dans la sélection des candidats au sein du RDPC, en tout cas le RDPC courtise les femmes et les jeunes. Le parti s'est fixé pour objectif d'accorder de plus de place à ces deux catégories sociologiques lors des élections régionales du 6 décembre 2020. Le journal La Météo titre « Présidence de la République quand la rue devient le destinataire des courriers adressés aux gardes des Sceaux. Pourtant estampillés confidentiels, les très hautes instructions du chef de l'État à la chancellerie se trouvent donc sur les réseaux sociaux et dans la presse, généralement bien avant même de parvenir au légitime concerné Laurent Esso. Est-ce une manière de vouloir humilier ce fidèle de Paul Biya, se demande le journal, ou alors le signataire de ces lettres, Ferdinand Ngongo, entendrait-il faire savoir à l'opinion que c'est lui le vrai patron de la justice, se demande bien le journal. Enseignement primaire et secondaire catholique, comment il nous vole, titre le journal Écho Matin. Depuis son arrivée au Cameroun, l'Église catholique a toujours pour principe directeur de son déploiement la prédication religieuse et le développement économique. Reste que depuis plusieurs années, ce qui était jusque-là une œuvre sociale semble de plus en plus être un business très lucratif avec des pratiques dénoncées par les parents d'élèves. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui met à sa grande une Léandre Zier en prison après justement son audition avortée lundi pour un malaise. Le maire de Libreville a été écroué mardi 15 septembre à la prison de Gros-Bouquet. Il a été inculpé donc avec 2 de ses collaborateurs pour présomption de détournement des deniers publics, concussion, blanchiment des capitaux. 3 autres responsables municipaux ont été mis hors de cause, nous fait savoir le journal. Direction le Congo avec les dépêches de Brazzaville qui titre santé, plaidoyer pour une homologation des médicaments traditionnels. En effet, le président de l'Union nationale des praticiens congolais, Gilbert Mwanda, qui souhaite donc que le ministère en charge de la santé s'active justement à la mise en place d'un cadre juridique visant l'homologation des produits de la médecine traditionnelle. Direction la France avec le journal Le Monde qui titre Covid-19, le monde face à la reprise de la pandémie. Selon le journal, la planète affronte une nouvelle poussée de l'épidémie et l'OMS qui prévoit justement une mortalité plus élevée cet automne. Terminons par le quotidien sportif. L'équipe qui titre Paris sur tous les fronts en Ligue 1. Paris joue donc ce soir à 21h GMT contre Metz. Après justement son début de saison catastrophique, le PSG retrouve le Parc des Princes face à Metz. Quasiment au même moment, le club joue le match tout aussi important en commission de discipline où plusieurs de ses joueurs risquent de sévères sanctions après le Classico. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste, c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. On vous souhaite une 3e défaite. Hein? 3e défaite, je ne pense pas. Je crois que cette fois-ci, ça va être la bonne. Et puis, ce que nous attendons... Je vous aime bien, vous êtes idéaliste, vous êtes un bon rêveur. Mais bon, je vous ai déjà dit maintes fois, il ne faut jamais laisser votre rêve devenir votre maître. Pensez sans n'être qu'un penseur.
Parlons justement de la grande une du quotidien gabonais, l'Union. On parle bien sûr de Léandre Nzoué. Voilà, Nzoué. Bien sûr, il est accusé. On a un confrère qui s'appelle Léandre Zié. Non, c'est Nzoué. Bon, il faut bien préciser. Nzoué, oui. Voilà. Donc on a tendance souvent à appeler Léandre Zié. C'est le même nom. Oui, mais pour l'instant, c'est Nzoué. Voilà. C'est Nzoué. Oh, il est accusé en tout cas de concussion. Oui, et surtout des détournements de deniers publics. On doit également le savoir. Mais blanchiment des capitaux. Oui, blanchiment des capitaux. Vous devez comprendre justement que le mec, il est dans de sales draps. Et pendant ce temps-là, là-bas, c'est l'opération Mamba. Mamba, oui. Pourquoi il trouve toujours les noms des allez savoir. Du côté du Gabon, c'est l'opération Mamba qui... Hein, c'est le Mamba quand le Mamba arrive. Absolument. S'il vous mord, ben, vous êtes fini. Messieurs, revenons en tout cas avec les manifestations annoncées par le MRC, la crise en garde. Bon, enfin, la mise en garde du gouvernement. Oui, avec ce communiqué qui a été... C'est Cameroun Tribune. C'est Cameroun Tribune, avec justement le ministre de la Communication qui a donc signé justement ce communiqué hier pour mettre en garde justement ceux qui tenteraient justement de manifester le 22 septembre prochain. En tout cas, je l'ai dit déjà sur ce plateau, je crois que depuis lundi où je parlais de cette manifestation. Vous savez, on dit beaucoup de choses sur Facebook, je peux bien comprendre parce que les gens sont des partisans et il faut savoir que si vous déclarez, si vous dites que, écoutez, votre marche c'est pour faire le chassement, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça sur Facebook. Je pense même que c'est donné trop d'importance. Moi, personnellement, je pense que c'est donné trop d'importance à cela. C'est une insurrection, ni plus ni moins une insurrection. Donc il ne faut pas que les gens prennent maintenant, parce que c'est l'objet même de la marche. Alors, on ne peut pas parler, si on part de là, on ne peut pas parler d'une manifestation pacifique. En fait, on veut faire le jeu des mots pour montrer à la communauté internationale que nous sommes en train de marcher pacifiquement, les bras nus, et voilà des gens qui sont en train de nous terroriser. La communauté internationale, c'est qui? Nous sommes au Cameroun, en fait, c'est pas la communauté internationale. Si les gens veulent l'adoubement de la communauté internationale, ils n'ont qu'à y aller. Voilà. Donc, aller vivre là-bas, et comme ça, on verra bien. Pour arriver à leur fin. Et donc, je pense que mais c'est même aussi accorder trop d'importance à cela. Moi, Steve, that's where je vous dis, ce que je t'en ai vous donner. That's where I was coming. Peut-être la mise en... Parce que ça aussi, vous savez, le rôle aussi du gouvernement, c'est de prévoir, c'est-à-dire que de mettre en garde ceux qui... Parce qu'on a vu des vidéos, par exemple, les Bentikneurs, certains Bentikneurs, ici même à Douala, qui sont déjà en train de se préparer pour cette manifestation. Et je crois qu'ils sont déjà aux arrêts. C'est ça aussi prévoir, parce que on connaît quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Le 22 septembre, c'est dans quelques jours, on verra bien. Steve, that's what when I listened to what the Minister of Communication was saying yesterday, I just said that the government is getting into this kind of a game with Kamto, and it is giving Kamto what he wanted, to remain, you know, at the headlines of newspapers and the news issues. I think that the government was clear in this issue. We would not authorize it. All administrators are aware. The Minister of Territorial Administration came out. On n'a pas autorisé en tout cas la marche. Governors have been talking about it in their respective regions. The minister coming back again is like, the government is afraid. I have the impression that the government feels threatened. Oui, absolument. C'est ce qu'on dit même sur les réseaux sociaux. And once they do this, c'est-à-dire qu'on dit que ça a changé de camp, la peur a changé de camp. That is ça veut dire que la peur est du côté du gouvernement. Government instead of Kamto. Sur quoi on s'appuie pour dire ça. Messieurs, ce sont que des commentaires sur Facebook. Hein. Voilà. Pendant ce temps, en tout cas, repère, et sans oublier bien sûr, hein, le repère qui dit manifestation du 22 septembre dans le viseur d'Atanganji. C'est ça aussi, on a également eu la grande une de le jour aujourd'hui qui parle de répression. Le gouvernement promet d'écraser les manifestations. Toutes ces informations sont à lire dans les journaux et quotidiens. Le jour, je relève ce que le jour a dit ce matin, d'écraser les manifestations. Il a omis de dire manifestants. En fait, c'est un jeu de mots qui dit beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on comprend parfaitement. Qui dit beaucoup. Et vous avez aussi vu Repère. Repère. C'est-à-dire Repère a présenté toutes ces figures. La société civile, et tout ce monde-là, ils sont là. Les voilà sur l'écran, ils sont là. Donc c'est connu que ce sont ces gens-là qui sont en train de préparer l'insurrection au Cameroun. Messieurs, revenons avec The Guardian pour ce matin qui nous parle de PWD de Bamenda qui risquerait, ça il faut le dire, risquerait d'être disqualifié de la Champions League africaine. That's what the Guardian Post tells us this morning, Steve. And the fear of every Cameroonian would have been that we should not come to this point. We should not come to this point where they are talking of cancelling the 2019-2020 championship season in Cameroon. You know, the season that ended with PWD Bamenda emerging as champion. And it has been cleared, Fecafoot has been announcing that the PWD Bamenda would represent Cameroon in the African Continental championship. Oui, but now with the, the verdict
of the Sports Arbitration Committee that held yesterday, Monday, cancelling recognizing the Cameroon Professional League as the only competent body that can organize championship in Cameroon, thereby cancelling the 2019-2020 sports season. If they cancel it, it means the champion has equally been cancelled, which means Cameroon risk not being represented in this continental championship. Absolument. So, je pense quand même que les deux instances vont s'entendre pour que ce genre de choses n'arrive pas. Sinon, ça va être... Les conséquences juridiques sont extraordinairement... Je ne sais même pas comment qualifier ça. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le verdict qui a été rendu par le TAS, ça voudrait dire que la saison passée est annulée. Oui, est annulée. C'est-à-dire que ça n'a jamais, c'est considéré comme si ça n'a jamais eu lieu. Et donc, si ça n'a jamais eu lieu, les conséquences, c'est que les champions n'existent pas. Donc, on considère que ça n'a pas été joué. Et maintenant, les équipes, il y a les conséquences incroyables. Les équipes qui sont montées, comment on fait avec ces équipes? Comment on fait avec les représentants de la CAF et même de la Champions League africaine? Comment on fait? Est-ce qu'on va prendre ceux de la saison 2018-2019? Non, c'est pas le cas. Juste les conséquences. Et il faut là maintenant, on peut interpeller le ministre des Sports. Parce que c'est le seul qui peut maintenant interpeller les deux parties, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel pour des conciliabules. Je pense qu'avec tout cela, et aussi il y a d'autres conséquences. J'ai dit, il y a des conséquences dans cette affaire incroyables. Parce que les clubs qui ne vont pas se contenter de leur conciliabule peuvent aussi aller au TAS. Donc, et pendant ce temps, c'est du temps perdu. On pourrait justement régler ce problème au plus tôt et surtout au plus vite pour que la Champions League ait justement lieu. And that's why we have been saying since Monday that we should not always arrive at this point where we take decisions here in Cameroon. Je vous poserai la question à vous qui vous occupez souvent du football et tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours la crise au sein des instances du football? That is it in Cameroon. La crise au sein du football, c'est pas seulement au Cameroun, hein. Partout. Et je peux vous dire que il y a des comités de normalisation presque dans tous les pays aujourd'hui. C'est l'affaire d'argent. C'est-à-dire que vous savez que le football brasse beaucoup d'argent. Et puis, maintenant, les politiques se sont mêlés également. Parce que le problème qui est à la Fédération camerounaise de football, c'est que ils ne sont pas choisis par leur père. Mais c'est que c'est l'État qui dit, ok, je veux tel. Je veux tel, mettez tel. Ce qui n'est pas bien d'ailleurs. C'est ça. Monsieur, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. J'ai également vu dans une des journaux ce matin 1 million d'enfants déscolarisés. Je pense Northwest and Southwest. Justement, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Oui, très mauvaise nouvelle, hein, il faut le préciser. D'ailleurs, c'est pas une bonne nouvelle de savoir que 1 million d'enfants dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest soient déscolarisés. On espère tout simplement que pour la rentrée scolaire du 5 octobre prochain, ces enfants, il faudrait que le gouvernement camerounais puisse trouver d'ailleurs une solution. On va également noter certains élèves du côté de l'extrême nord également qui ont souffert au cours justement de l'année dernière et cette année également à cause de Boko Haram. On espère également que eux aussi pourront retrouver, il faut le dire, les classes l'année prochaine. Messieurs, merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Nous allons entrer dans le débat dans un instant pour nous interroger justement sur ces écoles, sur cette école d'ailleurs, rentrée des classes. Eh bien, nous nous interrogeons. Ces manuels scolaires qui ne racontent pas l'histoire de l'Afrique. Nous nous intéressons à l'école ce matin, rentrée des classes, ces manuels scolaires qui ne racontent pas l'histoire de l'Afrique. C'est le thème choisi d'ailleurs pour cette matinée. À ma gauche, il est là, Bertrand Tatinda. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je suis très content d'être là. Bonjour aux millions de téléspectateurs. Bonjour au fan club de la DBS matinale. À mes copanélistes que vous allez présenter. Juste rapidement, je reviens sur un fait d'actualité. Oui. C'est-à-dire que cette réhabilitation du général président de la Ligue Semengue, oui. Nous sommes très contents. D'ailleurs, nous le disons, plus jamais notre football ne sera géré par des prébendiers. C'est-à-dire que l'époque où on allait prendre 3 danseurs d'Assiko, un plombier, on mettait au comité exécutif et on avait des élections à vie. Plus jamais on ne veut voir ça dans notre football. C'est plus possible. Donc quand des gens sont à la fédération, ils expliquent qu'ils ont pour parrain des gens au premier ministère. Nous leur disons, il faudra bien que vos parrains interviennent pour vous. Parce que les Camerounais doivent apprendre à vivre avec le droit. Et j'ai apprécié la sagesse, la dextérité, le sérieux, le calme du général Semengue. Parce qu'il pouvait ne pas partir. Il a l'influence pour... C'est un monsieur respecté.
Moi, je suis un semi-bantou, je suis originaire de l'Ouest, on respecte les patriarches. On s'y prend pas n'importe comment, on déshabille pas un patriarche au marché. Pourquoi? Ceux qui l'ont donc mis de côté, qui ont dit qu'ils organisaient le championnat, c'était mal organisé, c'était mieux. Il y a un arbitre là, qui est entre la vie et la mort. Il a plus ses jambes, il a fait un accident de circulation. Il n'y a pas quelqu'un de la Ligue qui allait le voir. C'est une industrie. On nous parle du bilan du général qui n'est pas bon. Mais le bilan de monsieur, il a été comment? Il faut donner les noms, oui. Il faut donner les noms. Parce que quand tu donnes un nom, une partie adverse disent qu'ils te disent plus bonjour. C'était comment? C'était désastreux. La dernière fois qu'un club camerounais a gagné une Coupe d'Afrique, c'était en 1981. Union de Douala contre Heart of Rock du Ghana. 1981. La dernière fois qu'un club camerounais. C'est ça le bilan de notre fédération. Vous n'allez pas vous cacher derrière les lions indomptables qui sont formés, comment je vais dire, chez les autres, au point de rêver que Kylian Mbappé viendrait jouer pour le Cameroun. C'est bien. C'est bien qu'il vienne jouer pour le Cameroun. Nous serons très contents qu'il joue pour le Cameroun. Mais, excusez-moi, des Kylian Mbappé en est tous les jours à l'hôpital à Quintini. On peut en former dès l'âge de pratiquement 6 ans, 7 ans. Initiation au football, c'est à 6 ans qu'on le fait. Donc, nous sommes très contents. Il est réhabilité. Vraiment, les problèmes depuis Dabloudi de Bamenda, j'aime bien ce club. Mais je vais dire que, qu'on commence déjà par nous réinstaller le général, il sera réinstallé. Et après, on va voir effectivement ce que ça va donner. Donc, nous apportons un soutien total, nous sommes très contents. Effectivement, et ça n'en est pas fini. Ils n'en ont pas fini avec le TAS parce que cette fédération, même elle est illégale. Il y a un arrêt du TAS, je ne sais pas comment ça se dit, un arrêt ou une sentence du TAS dont nous sommes en attente. Vraiment, je suis très content ce matin, Steve, d'être là. Nous également sommes très contents de vous avoir ce matin sur notre plateau. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes collègues panélistes, bonjour au public de DBS et au fan club d'ailleurs. Et moi aussi je suis content d'être là, surtout que le sujet m'intéresse spécialement. Oui, vous pouvez parler d'Afrique Science également, ça se passe bien là-bas de ce côté? Non, j'attends mieux. Enfin, on va en parler dans un instant. Docteur Soro, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, et je suis très content que nous évoquions aujourd'hui un sujet crucial parce que l'école est l'un des éléments de martyrisation du peuple du Cameroun. Parce que l'école que nous avons aujourd'hui est toujours cette école coloniale de Mamadou Ebineta et de nos ancêtres les Gaulois. En réalité, c'est une école inégalitaire, injuste et inéquitable. Il faut la réorganiser. Tout le monde n'est pas obligé d'aller à l'école pour réussir, hein. Surtout quand elle n'est pas assise sur les bases endogène de développement. L'école coloniale est faite pour former les colons et donc ne soyons pas surpris que nos peuples continuent comme à former des gens qui, n'est-ce pas, un 1er janvier 1962 enferment 57 de leurs compatriotes dans un wagon, le fameux wagon 31 47 13, et qu'arrivés à Yaoundé 27 sont morts officiers et qu'on ne veut pas montrer la fosse commune et que ne soyons pas surpris que cette fosse commune forme des gens qui s'en vont entre guillemets faire une stèle à la mémoire des martyrs et ils associent les noms des vivants au nom des morts et ils sont contents d'être là. J'espère qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont fait parce que quand tu écris ton nom sur une tombe au cimetière, c'est que peut-être toi-même tu n'attends plus de vivre longtemps. Je ne le leur souhaite pas. Voilà donc l'école que nous avons au Cameroun. Voilà quel profil d'homme ils forment. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un monument funéraire. Merci docteur Serge Soro d'être là ce matin. Albert Anatola ici, bonjour. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes ainsi que tous les fan clubs de DBS la matinale. Bertrand Tchatchinda est content ce matin, mais moi je suis scandalisé par contre. Moi je suis scandalisé parce que depuis quelques années, je veux dire, nous avons une catégorie d'hommes politiques, notamment des leaders de partis politiques de l'opposition, qui sont porteurs d'un projet de changement, mais sauf que ils s'occupent des problèmes périphériques et non des véritables problèmes qui constituent notamment la monnaie, la souveraineté monétaire, c'est-à-dire le franc CFA, qui est porté par la France, qui appauvrit les Africains, et ils disent porter le changement, mais ils vont chez Macron, ils vont chez les autres, en tout cas chez ces gens-là qui sont censés, qui continuent de maintenir leur système en place. La question que je voudrais vous poser ce matin, c'est de savoir de quel changement parle-t-on. Il est important que le peuple sache que au Mali, on a changé Ibeka pour le changement, mais il y a des manifestations qui sont programmées parce que la junte est contestée. Du côté de la RD Congo, Tshisekedi a promis le changement, mais il continue d'aller à Genève. Bon, de quel changement parle-t-on? Vous avez justement droit de vous interroger ce matin de quel changement parle-t-on. Voilà. Scandalisé également ce matin. Je vais vous dire que le changement, c'est dans les prochains.
Voilà. Quand les poches changent, là, en ce moment-là, c'est le changement. Et c'est ce que ces hommes politiques attendent. Le changement dans leurs poches et surtout dans leur maison. Mesdames, messieurs, vous l'avez bien compris. Voici le débat. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien le thème de ce matin, c'est rentrée des classes, ces manuels scolaires qui ne racontent pas l'histoire de l'Afrique. C'est notre thème de ce matin. L'enjeu de l'édition scolaire en Afrique est double. Répondre aux besoins immédiats en livres scolaires et contribuer à la pérennisation de l'édition africaine en général. Or, à peine 1% des livres scolaires sont produits localement. J'ai bien dit 1% des livres scolaires. Le livre scolaire représente 75 à 90% du marché global du livre en Afrique. Cette domination est due au choix de l'éducation comme domaine prioritaire d'intervention des organismes internationaux et au caractère d'utilité que revêtent les livres scolaires. Dans des pays où les dépenses des ménages en livres sont très faibles, les parents qui le peuvent font l'effort financier d'acheter des livres scolaires à leurs enfants. Ainsi, il faut le préciser également, alors qu'en Côte d'Ivoire, le tirage d'un livre de littérature générale est de 5000 exemplaires en moyenne, eh bien, celui d'un manuel scolaire est d'1 million d'exemplaires au CP. On parle bien sûr du cours préparatoire et de 500 000 dans les autres classes. Au Cameroun, ce marché brasse chaque année environ 10 milliards de francs CFA. Je dis bien environ. 200. Parce que aujourd'hui, on nous parle de 200 milliards de francs CFA. Voilà. Or, le livre scolaire africain massivement fabriqué hors d'Afrique, essentiellement par des multinationales françaises en ce qui concerne les pays francophones. Deuxième différence avec les autres secteurs éditoriaux, le rôle de l'État. Celui-ci est à la fois décideur en matière de programmes, prescripteur de manuels et encore aujourd'hui, dans certains pays africains, éditeur lui-même à travers des institutions liées au ministère de l'Éducation. De nos ancêtres, les Gaulois, comme le déclarait d'ailleurs le docteur Serge Soro il y a encore quelques instants, aux premières tentatives de nationalisation de l'édition scolaire, quelles sont les raisons historiques, économiques et politiques de la présence des éditeurs du Nord, eh bien, sur ces marchés, on parle bien sûr des marchés africains. De l'assimilation à la différenciation pédagogique sur la colonisation française en Afrique s'est faite sur le mode de l'assimilation. Les colonies étaient considérées comme une partie de la France qu'il fallait civiliser. L'école fut vecteur privilégié des doctrines coloniales. L'école des Blancs était censée former des agents subalternes de l'administration, inculquer aux élèves les valeurs de la République française et justifier le principe même de la colonisation. La France commença par importer tout ce qui était nécessaire au fonctionnement de ces écoles, livres, matériel, personnel, enseignants. Eh bien, puis dans l'entre-deux-guerres, les premiers livres spécifiques aux colonies vinrent remplacer les livres de la métropole inadaptés au contexte culturel. Ils étaient toujours publiés par des éditeurs français. Je vous cite quelques-uns: Saint-Paul, Istra, Hachette, Nathan, Delagrave et bien d'autres encore que je ne saurais citer ici. Les auteurs étaient de hauts fonctionnaires de l'administration coloniale. On peut citer André Davesne, auteur du célèbre livre de lecture Mamadou et Bineta. Je me dis que vous vous rappelez d'ailleurs. Et des frères des missions catholiques. Eh bien, après la décolonisation, les nouveaux États, par une volonté de rupture avec le passé colonial, s'érigèrent contre les contenus des livres scolaires français qui justifiaient, il faut le dire, et glorifiaient la colonisation. Mais la transition mit plus de 20 ans à se faire. En attendant que sortent les premiers manuels nationaux, les livres coloniaux étaient toujours utilisés. Eh bien, ce n'est au milieu en tout cas des années 1970 que le Congo, on parle bien sûr du Congo-Brazzaville, par exemple, produisit les premiers manuels nationaux. La question que nous nous posons aujourd'hui, même quand ces manuels scolaires sont aujourd'hui édités en France, le contenu est vide de sens. Le contenu n'a pas justement l'histoire, il faut le dire, la vraie histoire de l'Afrique. Pourquoi est-ce que ces manuels n'enseignent-ils pas et justement l'histoire de l'Afrique? Eh bien, nous allons nous interroger au cours de cette édition. Docteur Serge Soro, je sais une chose simple, c'est que vous êtes justement concerné par le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi tous les manuels scolaires sont édités
en France, alors qu'on peut avoir de bons éditeurs sur le triangle national camerounais, pour ne pas dire en Afrique? Je vais d'ailleurs vous révéler quelque chose de pas contradictoire à ce que vous dites, mais qui va vous montrer jusqu'où, n'est-ce pas, le verre est dans le fruit. En réalité, 75% des livres qui sont mis sur le marché camerounais sont d'édition nationale. Oui. Les éditeurs camerounais détiennent 75% du marché. Sauf que ils sont des prête-noms des agents coloniaux. Et du coup, à peu près 80% des manuels au Cameroun sont entre guillemets de conception camerounaise. Mais chose qui va vous sembler curieuse, c'est que lorsque vous êtes vraiment un promoteur et un concepteur d'une vision africaine, vous aurez des problèmes. Je parle là d'expérience parce que nous sommes dans le domaine et nous avons produit un manuel d'initiation à l'écriture qui est universellement reconnu, c'est-à-dire apprendre à tout jeune et même aux adultes à bien écrire en 21 jours. Parce que l'écriture, n'est-ce pas, formate l'esprit. Oui. Mais le manuel a été mis au programme et puis, conformément à la loi qui voudrait que ce manuel fasse 6 ans, au bout d'une année, il a été retiré, on ne sait par quelle alchimie. Voilà ce à quoi certains s'attendent. Donc, la politique, là maintenant, c'est elle qui entre en jeu et c'est elle qui détermine tout. Ces éditeurs qui, dit-on, détiennent le marché, produisent le livre ailleurs. Ça veut dire qu'ils constituent... Alors que nous avons une maison d'édition qui avait été créée spécialement pour créer des emplois au Cameroun, pour créer de la richesse dans l'industrie du livre. Moi, je parle là d'abord du côté industriel, qui est un grand levier. Parce que nous avons à peu près, de l'école primaire jusqu'au secondaire, nous avons à peu près 7 600 000 apprenants. Ce qui fait un chiffre d'affaires pour une moyenne, si on fait une moyenne que pour le primaire, le cartable de l'enfant coûte 16 000. Pour le secondaire francophone, il est autour de 47 000. Pour le secondaire anglophone, il est autour de 92 000. Le chiffre d'affaires varie à réduction, sans mettre en compte les cahiers et le reste du manuel, du matériel. Il varie entre 200 et 304 milliards. On prétend donc que dans la conception des nationalistes, il était question que toute l'industrie du livre soit contrôlée par le Cameroun. Toute l'industrie, ne serait-ce que la production. Oui. Eux, ils ne comprenaient même pas encore les enjeux psycho-spirituels qui sont derrière. Parce que l'éducation, l'école est une arme. On formate les esprits à partir de l'école. Les images qu'on met dans les livres affectent le mental des enfants. Le discours qu'on met dans le livre affecte le mental des enfants. La pensée, je ne parle même pas encore de pensée scientifique qu'on met dans le livre. Oui. Alors, je parle de l'industrie. Donc, rien que l'école, le manuel scolaire, est un vecteur de chômage au Cameroun parce qu'on ne veut pas que le Cameroun produise. Ce que certains ne savent pas, c'est que la papeterie qui était en cours de construction au Cameroun, la Cellucam, était faite justement pour venir soutenir la politique de l'industrie du livre. On avait pensé que comme nous allons produire les livres pour la sous-région, oui, il nous faut produire du papier, même en le recyclant. Et ça permettrait de donner du travail aux Camerounais. Imaginez donc la perte que les auxiliaires de la colonisation ont choisi de pérenniser dans nos pays à travers le système éducatif, à travers le manuel scolaire. C'est une grande catastrophe. Il faudrait, c'est pour ça que j'ai parlé de l'école qui martyrise. Maintenant, il y a un autre volet. N'oublions pas ce que cette école de Napoléon et de Charlemagne, c'est une école qui n'est pas égalitaire. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait tester un poisson à sa capacité à grimper sur un arbre. Tous ceux qui viennent à l'école n'ont pas les mêmes envies, les mêmes aptitudes, ni même les mêmes volontés. Oui. Nous, on n'a pas voulu une école qui s'occupe de tous les types de citoyens qu'on peut avoir dès le préscolaire. On a choisi qu'on va rester dans le schéma colonial, former les auxiliaires indigènes de la colonisation. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est ce qui fait que même ayant fait un choix ô combien visionnaire de faire du Cameroun le grenier de l'Afrique, on n'a pas pensé au lycée agricole. On a cru que tout le monde allait tenir jusqu'à l'enseignement général. Après, ayant rêvé longtemps de mettre peut-être une belle chemise et aller s'asseoir au bureau, il va falloir produire à manger. Donc du coup, à cause de notre système scolaire, nous avons des gens qui sont bien habillés, mais qui sont endettés à vie et affamés. Du coup, ils deviennent des pantins de la puissance colonisatrice.
Donc nous avons là une vraie raison de nous asseoir, comme les gens voulaient de débat. Aïssi disait tout à l'heure qu'il faut que les politiciens camerounais, ne parlez pas toujours de ceux qui sont à l'opposition, même ceux qui gouvernent. Il faut qu'on s'asseye et qu'on se pose des questions essentielles. Et l'une des questions essentielles, c'est l'école. L'école est comme la monnaie. L'école est une arme. Là où les armes n'avaient pas réussi à assujettir nos parents, les colons ont amené deux choses, l'école et la religion. Moi, je ne connais pas un peuple qui se soit développé avec l'école d'un autre. Je ne connais pas un peuple qui s'est développé avec la religion d'un autre. Donc, tant que nous allons garder l'école coloniale, et dans mes études, j'ai intitulé l'école coloniale, premier facteur de sous-développement. Donc, tant que nous allons garder l'école coloniale telle qu'elle est faite là, nous allons pérenniser la domination de l'Occident sur nous. Parce que nos enfants, quand ils veulent vous montrer qu'ils sont grands, ils vous disent « je parle comme un blanc, je marche comme un blanc, je mange comme un blanc ». Ça veut dire du coup, tout ce que je veux doit me venir du blanc. Et du coup, je reste un esclave du blanc. Nous sommes donc dans l'école de l'esclavage. Il faut en sortir. Bertrand Datinda, nous sommes toujours dans l'école de l'esclavage et il faut en sortir, comme le déclare d'ailleurs le docteur Serge Soro. Mais on a l'impression que les politiques, depuis la lune des temps, ne pensent pas justement à ce sujet qui est primordial, essentiel même pour nos nations. Et c'est une excellente démonstration du docteur Soro qui a planté pratiquement le décor en regardant tous les aspects. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que les hommes politiques ne s'intéressent pas à ce problème. Ils sont dans des coalitions du chassement. Tout simplement pour demander à l'autre de partir et eux de venir à la place. Voilà un véritable débat. Nous avons eu il y a 2 ans une élection présidentielle. Ça n'a pas été une problématique. Ça n'a pas été problématique. Il n'y a pratiquement aucun parti politique qui a véritablement axé l'action de savoir que si quelqu'un est mal formé, si un enfant ne connaît pas son histoire, si c'est pas lire, Docteur Soro vous explique qu'ils ont mis sur pied un manuel qui, en 21 jours, peut permettre à un enfant de savoir écrire. On a de nombreux, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être un intellectuel pour savoir écrire. C'est-à-dire, c'est un peu comme courir. Est-ce que vous êtes obligé d'être un intellectuel pour courir? Ça s'apprend à courir, peut-être à bien courir et à avoir des performances dans la course. Donc, c'est pareil pour écrire. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec, vous avez en fait des directeurs centraux d'administration qui ont de très très gros diplômes, mais quand ils vous écrivent quelque chose, vous avez du mal à lire parce qu'ils ne savent pas écrire. Moi-même, en fait, comment je vais dire que j'en suis une victime? Je ne sais pas bien écrire. Sauf que j'ai fait beaucoup de mathématiques, non, c'était plus ou moins des signes, mais quand j'écris, je suis pratiquement le seul à lire. Donc, je suis une victime, comment je vais dire, que de cette école qui a été, entre guillemets, un peu bricolée, où on expliquait qu'il faut attacher la main des gauchers. Déjà, je suis gaucher, or, j'ai été très surpris de me rendre compte qu'il y a une technique, véritablement, pour qu'un gaucher puisse bien écrire. Donc, nous, on nous considérait un peu comme des enfants qui sont à gauche. Donc, on était un peu martyrisés, en fait, dans l'expression d'apprendre à écrire. Ça fait que ça m'a, comment je vais dire, que développé en moi pas une bonne capacité de vouloir écrire. Par contre, j'aime lire, j'adore lire. L'autre chose qu'on peut dire, c'est la relation incestueuse entre les hommes politiques et la France. Vous êtes quoi? Vous êtes une terre coloniale. C'est quoi une terre coloniale? C'est un espace véritablement où on tire de sa richesse, de sa puissance, et à ça que sert la France. Et comment on fait pour sauvegarder cette terre coloniale? En y introduisant une sous-monnaie, encore faut-il appeler ça monnaie, en nous introduisant une sous-monnaie qui permet à ce que votre économie soit gérée en fait par le trésor français. Nous sommes un compte d'opération, c'est-à-dire que nous sommes un numéro de compte géré par un fonctionnaire français qu'on appelle directeur du trésor. Marchez dans la rue, demandez à 100 Camerounais quel est le nom du directeur du trésor français. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Illustre inconnu. Même à Bercy, le grand ministère de l'économie et des finances à Bercy, c'est un fonctionnaire anonyme. Mais pourquoi voulez-vous que vous soyez, pourquoi voulez-vous être face à cette politique-là des gens éduqués, des gens autonomes? Voilà les problèmes de souveraineté. Et ça génère en quelque sorte tout ce que le docteur Soro a dit, 200 à 300 milliards qui sont gérés en quelque sorte par la France sous le couvert, comment on va dire, des éditions, sous le couvert des éditions camerounaises. Autre chose, nos pays n'ont pas tenu compte de ce qu'on va appeler une véritable industrie culturelle, parce que quand vous développez l'industrie culturelle, vous développez forcément l'industrie du livre, c'est-à-dire que le livre véhicule d'abord la culture. Comment vous pouvez ne pas avoir d'industrie culturelle? Mais comment vous pouvez ne pas, comment je vais dire, que faire vivre votre raison d'être, votre culture, votre civilisation?
Mais vous n'existez même pas. Mais c'est relativement incroyable. Mais par contre, quand vous regardez par exemple les importations de champagne, les importations de vin, pour les réceptions, pour les cocktails, pour les réceptions le jour du 20 mai, ça taxe aussi dans ces chiffres-là des 200 milliards. Oui, on en importe beaucoup. Mais dites-moi un peu ce qu'on gagne après avoir bu un champagne. Je me suis toujours posé la question, que peut-être parce que moi je ne bois pas de champagne, je suis l'idiot de service. Mais qu'est-ce qu'on gagne quand on a bu un champagne? Par contre, on peut relativement énormément gagner après avoir lu un livre écrit par un auteur camerounais sur les contes. Vous savez, quand j'étais en 6e, il y avait en fait un livre en 6e qu'on avait introduit. Les contes, c'était je crois les contes de Mamadou Koumba. Les contes de Mamadou Koumba. J'aimais énormément lire. Je crois que voilà un livre, par exemple, qui a incité, comment je vais dire, comme mon envie de lire, de lecture. Parce que j'étais intéressé par cette histoire-là. Et on en tirait en quelque sorte une morale. On en tirait une histoire de cette histoire-là. Mais je ne sais même plus si ça existe, docteur. Est-ce que c'est encore mais ce n'est pas non, c'est des programmes, c'est parti. Il y a l'Iboline Koudoum qui était là. Ça véhiculait la culture. Par exemple, les premiers exploits de Soundiata Keïta, je les ai appris dans un livre. C'était un peu raconté comme des contes. Donc c'était amusant et je me retrouvais pratiquement à 22h, 23h, continue à lire ce livre. D'ailleurs, je l'ai lu à quoi? Je l'ai lu à presque 2 semaines, parce que dès qu'on me l'a acheté, j'ai lu le premier conte, il était intéressant, j'ai lu le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis au bout de 2-3 semaines, j'avais fini de lire ce livre de contes. Donc, voilà les véritables problématiques. Il faut se poser aussi la question, dans notre pays, quel est le but de l'école? Parce qu'à un moment donné, il faut poser la question à ceux qui gèrent la politique au Cameroun. Pour eux, c'est quoi l'école? C'est-à-dire, quand un enfant au Cameroun va à l'école, c'est dans quel but pour l'homme politique, pour celui qui gère le destin du Cameroun? C'est-à-dire que quelles sont les missions de l'école? Voilà les problématiques, les objectifs de l'école. Parce que c'est bien beau d'avoir une faculté, comment je vais dire, que de droit, où vous avez des enfants qui apprennent de l'économie rurale. On a un agrégé en économie rurale. C'est bien beau, effectivement, qu'il nous fasse la philosophie d'une économie dans, comment je vais dire, dans les terroirs. Mais, comme le docteur Sowa a dit, ce serait bien d'avoir même seulement un petit jeune qui a un brevet, comment je vais dire, en agriculture. Parce qu'à un moment donné, au-delà du fait qu'on peut... C'est-à-dire que la façon dont nos parents ont été mis en quelque sorte dans la culture du cacao, mais au moins on va hériter de ça. Et si on avait véritablement, comment je vais dire, décoloniser notre culture du cacao, on aurait pu, avec nos techniques, même avec nos pratiques, avec notre savoir-faire, produire cet héritage de la colonisation qu'on a et le transformer pratiquement. Mais quand des gens n'ont vu que dans la culture du cacao, en fait, quelque chose qui peut ramener en quelque sorte des recettes dans les caisses de l'État, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir sur les prix. Voilà comment ont été bâties même les économies. C'est-à-dire que vous produisez quelque chose dont vous n'avez aucun pouvoir sur les prix. À partir de là, vous n'avez pas d'argent pour développer une véritable industrie de la culture, l'industrie de l'édition, l'industrie du livre, l'industrie, comment je vais dire, de la connaissance, l'industrie, comment je vais dire, que de comportemental même. Parce qu'on s'éduque dans un livre. C'est-à-dire que dans un livre, on vous explique que c'est dans un livre qu'on vous disait pour la première fois qu'il faut respecter ses parents. Vous avez des livres de morale, vous avez des livres de philosophie, vous avez des livres de l'incitation à la mathématique qui vous apprend à aimer la mathématique. Mais on peut véritablement nous le produire en fonction de nos missions de l'école, du but même de l'école, de comment je vais dire des objectifs, de l'importance même de l'école. Parce qu'il faut même se demander effectivement, est-ce que ceux qui gèrent ce pays se rendent compte comment ils comprennent l'importance de l'école dans nos pays. Donc c'est tout ça qui fait qu'on se retrouve avec des hommes politiques qui sont extrêmement paresseux, c'est-à-dire la politique pour eux c'est occuper le poste de président de la République. On s'engage en politique parce qu'on veut être président de la République. Une fois qu'on est président de la République, on a pour objectif d'être adoubé par M. Macron. Une fois qu'on est adoubé par M. Macron, on est très content, on parade, on joue en quelque sorte des avantages de la fonction. C'est relativement très décevant. Mais comme je veux dire qu'il y a espoir, parce que de plus en plus cela est décrié. Parce qu'on a des enfants qui ont des diplômes, sont mal élevés. Comment faut expliquer ça? Que vous avez quelqu'un, c'est un grand docteur, c'est un agrégé, il ne sait pas se tenir, extrêmement mal élevé. Mais il y a un problème. Sa formation cause problème. Vous avez des gens dans ce pays qui sont agrégés, sont des tourneurs de deniers publics. C'est le comble. Pour moi, un agrégé, c'est pratiquement
pratiquement, C'était un exemple à cette époque. c'est le savoir à l'extrême pur. Un agrégé même doit être comment, entre guillemets, même quelqu'un de, comment je vais dire, extrêmement élégant, hein, de quelqu'un de courtois, de quelqu'un qui sait parler, de quelqu'un de tolérant. Mais comment vous pouvez être agrégé et vous êtes un détourneur de deniers publics? Il y a un problème. Il faut questionner en fait quels sont les livres qui ont fait votre formation. Vous avez, comment je vais dire, que vous avez un magistrat censé lire la loi, mais il est corrompu. Vous avez des gens qui vont acheter, en quelque sorte, acheter un diplôme pour intégrer une école. Donc, vous voyez donc que tout ça, or, ce sont des gens qui ont été formés à partir des livres. Certains même vous brandissent leur bulletin et disent, j'étais pratiquement parmi les premiers. Mais comment tu peux être parmi les premiers et puis tu achètes un concours à ton enfant? Et il y a un qu'on a célébré, c'est-à-dire qu'il a fait partager en fait les épreuves du bac et on nous a expliqué que c'est un enfant très intelligent. Il a passé son bac et puis on a célébré sa sortie de prison et dit, voilà le modèle même et l'exemple même qu'il faut suivre. Ça pose réellement un problème même de la part des parents. Donc, vous voyez en fait que, comme il faut dire, ces livres nous forment à l'imbécilité, à l'idiotie, et on se pose la question si effectivement on peut atteindre une émergence avec la formation comme le docteur Sowa dit, c'est-à-dire avec la religion de l'autre, avec, comment je veux dire, la culture de l'autre, avec la façon de faire de l'autre, avec la façon de s'habiller de l'autre. Mais on voit donc que ça ne marche pas, ça produit les pays que nous avons, avec, comment je veux dire, au-delà du fait que nous disons toujours que ce n'est pas possible de démocratiser des gens qui ne sont pas indépendants. Comment vous démocratisez un compte d'opération? Dites-moi, expliquez-moi. Voilà un compte d'opération. C'est-à-dire que tout le chiffre d'affaires du Cameroun, toute l'activité économique du Cameroun en est réduite à quelques opérations comptables au Trésor français. Vous démocratisez ça comment? Donc, vous voyez donc que voilà les problématiques importantes où on s'attendait à ce qu'il y ait véritablement une union de cœur, une union de la réflexion, une union véritablement d'hommes politiques en s'appuyant sur ce que j'appelle le summum de la science politique et de la vision. Les discours de Robert Oumniobé à l'ONU. Essayez de lire. C'est le summum. C'est-à-dire souvent l'habitude de dire que c'est la deuxième Bible du Camerounais. Parce que tout y est. Tout y est dans ces discours-là. Et on peut uniquement, et chaque Camerounais a, comment je vais dire, que un peu de Oumniobé en lui. Je ne suis pas de ceux qui font du fascisme. On vous comprend parfaitement. Oui, chaque Camerounais, je crois même que oui, même ce qu'on a appelé à un moment donné les Ojulatistes, ils ont compris que Ojula était tout simplement, comment je vais dire, que un colon parmi tant d'autres, et ils sont revenus, comment je vais dire, à de bons sentiments. Mais il faut relativement changer tout ce paradigme-là. Et on peut se poser la question, est-ce que on est obligé même d'aller à l'école, la façon dont eux ils comprennent l'école pour être un citoyen éduqué, quelqu'un de bien. Et je vais poser justement cette question au docteur Jean-Paul Mbelek. Est-ce qu'on est justement obligé d'aller à l'école de la façon dont ceux-là qui nous ont colonisés pensent vraiment l'école? Une seconde. Moi, j'ai jamais été colonisé. Hein. Non, je me sens ni colonisé et je ne l'ai jamais été. Voilà. On va me dire que mes parents l'ont été. Je n'ai pas eu tout le temps les interroger. On vous comprend. Voilà. Non, moi je trouve la question ambiguë. Il faut d'abord revenir sur le sens des mots. Oui. Donc je commencerai d'abord par dire que comment on dit l'école dans nos langues? Oui, parce que là on parle en français, c'est trop facile. C'est un peu comme je dirais le mot écriture, et on va me dire écriture, voilà, ils ont inventé écrit puisque c'est écrit, et on dit écriture. Sauf que, étymologiquement, écriture vient de scriptum en latin, qui veut dire graver. Donc quand on dit écriture, on entend la chose déjà connue, oui. la voix. Mais en réalité, à l'origine, c'est pas ça. L'étymologie, c'est pas ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut poser la question, comment on dit école dans nos langues? Moi, je peux dire ça en bassa. Si je dis, les gens vont dire Sougoulou. Sougoulou, c'est clair, ça vient de l'anglais school. Ce qui veut dire, la question que, si je viens de dire, affaires étrangères. Oui. Voilà. Mais si j'oublie que j'ai appris le français à l'école, et je suis dans mon monde interne, africain, camerounais, ça, c'est Yigil. Mais qu'est Yigil? Donc, traduction, la même, je vais à l'école. Sauf que, ça ne renvoie plus au même univers. Parce que quand je dis, mais qu'est Sougoulou, ça renvoie à l'univers colonial. Oui. Voilà. Mais quand on dit, mais quel Yigil, non, ça renvoie à l'univers interne. Je signale qu'avant l'indépendance. Pour apprendre. Avant l'indépendance, on apprenait dans nos langues, avant même d'aller en primaire. Hein? Et il y avait des journaux dans nos langues. Je vois Serge Soro qui est là. Je me souviens qu'il y a au moins un titre que j'ai retenu, c'est Ndiellon. Qui était un journal en bassa. Et moi, c'est ma maman qui m'a appris à lire avec le bassa. D'ailleurs, la Bible même est écrite dans nos langues. Oui. Donc, moi, je pense que lorsque le Cameroun, puisque centrons un peu le débat sur le terroir,
Pour ça, on ne va pas dire qu'on ne maîtrise pas bien. Parce que si je prends le cas du Mali, c'est encore une autre question. Hein. Allez-y, on vous suit. Hein, ils ont revu l'école malienne là-bas, ils ont restructuré, c'est pas les mêmes classes, c'est dit autrement. Voilà. Ça ne dure pas la même durée. Donc, ça, à l'époque de Modibo Keïta. Et bon, ça a plus ou moins bien continué. Ils ont aussi ce qu'on appelle ils apprennent aussi dans les langues nationales. Ils ont des curriculums en langue nationale et d'autres en français, ça se discute. Donc je reviens sur le Cameroun. Alors je pense que dans les accords coloniaux, comme Bertrand l'a dit, et ça je saurais aussi d'ailleurs, il y avait, parce que ça aurait dit que l'école c'est comme la monnaie. Hein, et Bertrand aussi est revenu là-dessus, cette affaire de monnaie. Je pense que dans les accords coloniaux, il y avait aussi la gestion de l'école, de l'université et tout ça. Alors si vraiment le seul accord qui nous relie en tant que Camerounais encore aujourd'hui aux Français, ce n'est que le franc CFA, alors on peut dire mais comment ça se fait que l'école ne reflète pas cette révision, non-renouvellement des accords? Parce que là, quand on cite ces marques, Nathan, Hachette, Davesne et tout ce qui va avec. Oui. Et c'est en plus encore chez eux qu'on donne de l'argent. Donc ça veut dire que l'affaire coloniale là n'est pas réglée. L'école est encore sous tutelle de la France. Colon France ou anglais. C'est la même chose. On dit toujours la France, mais bon, ok, les Anglais également. Occidentaux. Voilà. Donc moi, je pense que la priorité pour nous, c'est poser la question, quels citoyens nous voulons déjà pour le Cameroun en attendant le continent africain. Une fois qu'on pose la question de quel citoyen, on l'a modélé, on sait à quoi il doit ressembler, on lui donne tous les éléments. Moi, je pense que la première chose, c'est par exemple, il faut qu'il parle sa langue nationale ou sa langue maternelle. Donc, il faudrait que dans nos écoles, désormais, moi je sais que c'est plus ou moins intégré, mais il faut que systématiquement, les langues comme le français et l'anglais deviennent des langues étrangères. Bon, bien sûr, on en a profité. Ça veut dire qu'on maîtrise le français mieux que le français. Mais il faut qu'on maîtrise aussi nous-mêmes mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire, en fait, à égalité. Voilà. Donc, il y a des sciences qu'on doit apprendre. L'histoire, pour la conscience historique. OK ? C'est qu'on ne peut pas privilégier l'histoire des étrangers, bien la maîtriser, et ne pas savoir la sienne, alors que c'est son histoire qui te donne ta conscience historique, donc ton identité culturelle. Donc je pense qu'il faut... Il y a aussi au niveau du développement. Le développement de l'Afrique, en tout cas du Cameroun, n'est pas simplement de bien vivre, d'élever le standard de vie. C'est vrai, c'est écrit dans les textes de l'UPC. Mais c'est d'abord de battre ces gens-là qui nous ont mis dans les fers. Se libérer des fers et les battre. On doit les vaincre. Quelle que soit la compétition avec laquelle on se trouve. J'ai le nom, hein. Il s'agit des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, tous ces pays coloniaux esclavagistes là. On doit les battre. Ils nous ont vaincus historiquement. On doit les vaincre aussi. Même si c'est un match de football, on doit les vaincre. C'est un combat. Donc là, on doit développer les sciences, les techniques à un point où on leur est supérieur, on les vainc. On n'achète plus chez eux. Ils viennent acheter chez nous au prix fort et on ne leur donne pas nos matières premières gratuites. Ça, c'est aussi dans l'école qu'on instaure ça. Bon, Bertrand a parlé des mathématiques. Les mathématiques, ça fait partie, avec la langue, la matière primordiale à enseigner. Tout le monde doit la maîtriser. Il n'y a pas de niveau. C'est-à-dire qu'un tel peut se passer de telle matière. Non, il y a des matières, comme il a dit, on n'a même pas besoin de voir si on a été à l'école ou pas. Ça va de soi, c'est comme courir. Ça va de soi. On ne demande pas à tout le monde d'être champion, mais il y a un minimum à faire. Donc pour vous, si on vous comprend très bien, il faut pas aller à cette école, mais revenir à ce qui est fondamental pour les Africains. Non, pour l'instant, il y a les conditions initiales, les conditions aux limites. Pour l'instant, on est dedans. Oui. On n'a pas dit on stop, on est dedans. Mais pendant qu'on est dedans, on commence déjà à changer. Et pendant qu'on change, on s'est déjà posé la question, puisque d'autres ont résolu la question avant nous. Hein. Oui. Il faut commencer à changer. Je ne dis pas le fait tabula rasa, parce que là c'est perdre les gens, ils savent plus où aller. Pendant qu'on est là, il faut que demain, on ait déjà un changement. Il faut que dans un an, on ait un changement plus radical. Donc, on peut se donner maximum 2 ans. Le Rwanda s'est donné 10 ans pour passer de l'utilisation de la langue française comme langue nationale à l'anglais. Oui. Alors qu'en fait, ces 2 langues sont étrangères. Donc, s'ils l'ont pu faire... Et alors qu'ils ont même une langue nationale qui est le Kinyarwanda. Alors, pourquoi ne pas prendre le Kinyarwanda directement? Donc, s'ils ont pu faire ça pour une langue étrangère en 10 ans, avec nos langues nationales, 1 an, c'est trop. Donc, on ne dit pas de faire tabla rasa, mais il y a un effort à faire. En fait, on doit être 2 fois plus fort. Oui. Tout simplement. On fait telle chose, en même temps, cette chose multipliée par 2 quand il s'agit de nous-mêmes. C'est tout. Albert Anatole, ici, pour beaucoup d'Africains aujourd'hui, tous les programmes dans les manuels scolaires sont inadaptés justement à la culture même, ou alors à la vie sociale africaine. Pourtant, aujourd'hui, et puis depuis des décennies déjà, on demande de repenser l'école. Oui, quand j'étais encore tout petit, j'ai lu les livres comme Chaka, oui, Les Contes du Cameroun, et chaque fois qu'on
on commençait un cours, il y avait un cours qu'on appelait, c'était la morale. C'est pour revenir à la problématique avec Bertrand Tatinda, oui. Tout à fait. Il y avait, après la prière, parce que moi j'ai beaucoup plus fait les écoles confessionnelles, après la levée de couleur, suivi de la prière. Le premier cours de la journée, c'était la morale, oui. Et ensuite, vous aviez l'éducation civique et non l'éducation à la citoyenneté qui a été édicorée parce que c'est plus la même chose. Écoutez, je pense que un livre, ça véhicule au moins 2 ou 3 choses. Une culture, une civilisation, une histoire, et puis une projection, parce qu'en réalité, à partir de votre instrument, à partir de vos livres, vous projetez dans votre politique de développement, soit culturel, soit politique, soit économique, soit social. Je prends le cas, par exemple, de la Chine. Je prends également le cas de la Russie. Ils vous véhiculent leur culture et se projettent, n'est-ce pas, dans les projets de développement. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, à partir des statistiques, c'est vrai qu'au Cameroun, les statistiques représentent ce qu'elles sont. Mais à partir des statistiques, vous savez que nous avons tel nombre d'élèves dans le cycle primaire, tel nombre d'élèves dans le cycle secondaire qui peuvent se retrouver demain dans telle filière. À l'université, vous avez tel nombre d'élèves pour telle filière. C'est comme ça qu'on se projette dans la planification, dans la prospective. Malheureusement, sur le continent africain, malheureusement, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que nous avons une politique qui est, j'allais dire, dévoyée. Vous avez des manuels scolaires qui ne sont pas, dont les auteurs d'abord ne sont pas des nationaux, je ne voudrais pas d'une manière générale, pas particulièrement du Cameroun. Vous avez des auteurs qui ne sont pas des Africains. C'est comme si sur le continent africain... Quand bien il y a souvent des auteurs nationaux, on fait tout pour les écarter de la compétition, pour le manuel scolaire au cours de l'année. Enfin, il faut préciser également ça. Oui. Vous avez des auteurs qui ne sont pas des nationaux. Vous avez des éditeurs qui ne le sont pas non plus. Vous avez le contenu qui ne véhicule pas notre histoire, qui ne véhicule pas notre culture. Il y a quelques années, vous avez vu, dans un bouquin, je crois dans un chapitre, il y avait un chapitre dédié à des choses... L'année dernière, c'était en 5e. L'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, on nous parlait justement de lesbianisme et tout ce qui va avec l'homosexualité, le transgenre. Ça ne fait pas partie de la culture africaine. Oui. Ça ne fait pas partie de la culture africaine. Donc, lorsque je parle de culture, justement, le livre doit pouvoir les véhiculer. Vous avez donc, malheureusement, et c'est ça qui fait justement le problème, qui pose problème, vous avez la mafia qui s'est invitée dans l'affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu que, justement, le livre, le manuel scolaire devienne, justement, un instrument culturel qui véhicule notre civilisation, c'est devenu une industrie de la mafia parce que ça brasse beaucoup d'argent. Si M. Bertrand Tatinda a un ouvrage qui voudrait soumettre, qu'il soit soumis au programme scolaire, il va falloir qu'il monte passe blanche à la commission d'agrément. C'est comment ça fonctionne. Ouais. Vous vous retrouvez donc dans cette commission d'agrément qui ne prend pas la peine justement de relire tous ces manuels scolaires. Et une autre anecdote, on se retrouve avec un manuel qui faisait l'apologie du sécessionnisme. Alors, ça veut donc dire que nous avons donc une politique scolaire qui n'est pas, une politique éducative qui n'est pas très cohérente. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'il va falloir, à mon sens, dans la perspective des projets de développement ou d'émergence de l'Afrique, il est important de pouvoir privilégier d'abord les auteurs africains parce qu'ils connaissent notre histoire, ils connaissent notre culture, notre géographie, parce que moi je trouve que c'est absolument scandaleux que votre enfant, Steve José Langos, connaisse l'histoire de la France, de Napoléon, de Charlemagne, mais ne connaît pas l'histoire d'Amadou Ahidjo, de Oumyobé, de Oseda Fana, de Charles Tangana. Ça, c'est à mon sens scandaleux. Oui. Ça va donc comment on gomme, n'est-ce pas, une histoire. C'est-à-dire qu'à l'école, on vous bassine les oreilles avec l'histoire des autres, la culture des autres, mais on vous oblige, on vous formate. Vous avez un autre problème, très souvent que nous évoquons, mais qui est également un problème.
ces centres culturels français, ces écoles américaines, ces écoles russes, ces écoles chinoises, ces écoles françaises, britanniques. Non, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que justement, c'est les mêmes instruments de domination qui sont en train de se mettre en place et qui ne respectent même pas notre réglementation. Je prends j'en veux pour preuve. Il y a eu 2 rentrées scolaires cette année au Cameroun. Vous avez la rentrée scolaire des écoles camerounaises et vous avez la rentrée scolaire des écoles françaises qui sont sur le territoire camerounais. Ça dit que ces gars, pendant que le Cameroun demandait, pendant que les élèves, pendant que le gouvernement camerounais demandait aux élèves des écoles camerounaises de retourner à l'école, l'ambassadeur de France au Cameroun demandait aux enfants des collèges et des écoles françaises de ne pas y retourner. Je pense que lorsque vous exercez une activité sur un territoire qui vous est étranger, vous êtes tenu de respecter les lois et les règlements de ce territoire. Je crois que c'est pas Macron qui va me le démentir. C'est-à-dire que même s'il y a un ambassadeur qui est accrédité en France, il doit pouvoir respecter les lois et les règlements n'est-ce pas, de la France. Je voudrais terminer en disant que il va donc, toute cette situation est le fait justement des politiques et davantage de ceux qui nous gouvernent. Parce que, comme c'est une affaire de gros sous, eh bien, on privilégie non pas justement la culture, l'éducation, la formation de notre jeunesse, mais on privilégie justement des intérêts. Tout à l'heure, Tachinda évoquait un point qui peut paraître anodin, mais moi j'ai souvent vu quelqu'un, je connais un aîné qui est haut responsable dans une structure de la place, mais quand sa secrétaire, sa collaboratrice lui fait des correspondances, il y a des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, des fautes de figures de style, c'est du n'importe quoi. Mais cette dame va vous dire qu'elle a une licence avec BTS à l'appui. Alors, c'est donc quoi cette école? C'est donc quoi justement cette école? Je vais me tourner vers Dr Soho. C'est donc quoi finalement cette école où il y a la deuxième langue qui n'est pas une langue de chez moi, c'est-à-dire que c'est l'espagnol, l'allemand, le latin ou encore l'anglais renforcé, le chinois même encore revenu aujourd'hui. C'est quelle école finalement? On enseigne seulement les langues des autres à la place d'enseigner l'histoire de nos pays et sans oublier justement d'imposer même à partir de la maternelle l'histoire de nos nations. Ben, c'est l'école de l'aliénation. Vous savez, quand les colons sont arrivés, souvent il faut même partir. Je dis souvent, pour bien combattre un ennemi, il faut d'abord l'étudier et voir comment lui il a agi. Quand les Français sont arrivés au Cameroun et qu'ils voulaient effacer l'allemand, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés recruter à la frontière franco-allemande. Vous savez, ils sont réputés, les Français de là-bas, de la zone là, sont réputés être très rigoureux parce que beaucoup sont de souche allemande. Et ils les ont amenés ici pour enseigner à nos parents les Français. Et je vous dis, le docteur Mbelek disait qu'en 1 an, je vous dis qu'en 3 mois, les gens sont passés de l'allemand au français couramment et au bon français. Parce que ça marchait à la trique et à la chicotte. Donc, on a d'abord dégermanisé la population. Deuxièmement, on a regardé dans les manuels que les Allemands apportaient. Et on a vu que les Allemands, comme dans leur approche coloniale, ils n'avaient pas voulu faire administrer directement la colonie. Donc, ils laissaient les indigènes apprendre, par exemple, à l'agriculture. La pêche, ils avaient essayé de faire un développement local. Les Français se sont dit, nous ne venons pas avec cette approche. Nous venons pour que ces gens travaillent pour nous. Donc, on va balayer cette école-là et on va faire des écoles de fonctionnaires. Ce qui veut dire que si nous voulons faire une école de développement et d'émancipation, ce qu'on n'a pas, hein, parce que je peux vous prendre des exemples. Je vais vous prendre des exemples. Nous avons des ingénieurs qui n'ont aucun génie. Même alors que le mot leur dit qu'ils ont un génie, mais ils sont des ingénieurs qui n'ont aucun génie. Nous avons des économistes qui ont continué à perpétuer l'économie de la décroissance. C'est devant nous, c'est-à-dire quoi? On leur a donné un schéma colonial. Il faut accroître la production. Ils sont venus, ils ont rasé la forêt. Quand tu rases la forêt, du coup, tu crées, déjà, tu chasses une population qui va être obligée de venir en ville, donc tu crées le sous-développement. Tu augmentes la production de ton cacao, par exemple, et du coup, sur le marché, le prix va baisser. Tout le monde sait que pour que le prix baisse, il faut qu'il y ait une grande production. Mais est-ce qu'il faut être docteur en économie pour le comprendre? Mais ils vont vous le défendre. Troisièmement, quand tu t'installes seulement pour vendre, mais celui à qui tu vends commence à t'imposer le prix.
Si je viens au marché, je trouve que vous, monsieur Ngos, vous avez 40 conteneurs de poissons. Sachant que votre poisson risque de pourrir, je vais commencer à me moquer de vous. Justement. Alors, si vous êtes un peu intelligent, qu'est-ce que vous faites? C'est que si vous pêchez votre poisson de temps en temps, vous le cachez quelque part pour que j'ai l'impression que le poisson manque sur le marché. Mais comme nous n'avons que des diplômés et non pas des hommes qui sont allés à l'école pour être intelligents, pour comprendre la culture de l'école. Parce que moi, je parle de la culture de l'école parce que, comme l'a dit le docteur Mbelek, quand tu t'en vas apprendre, c'est ça que Charlemagne a structuré comme une maison. Mais Charlemagne l'a structuré parce qu'il voulait se débarrasser de certaines personnes. Alors, quand tu as cette culture, tu sais très bien que c'est une arme qu'on te donne pour que tu maîtrises ton environnement naturel, oui, pas l'environnement de l'autre. À partir du moment où tu veux maîtriser ton environnement naturel, eh bien, c'est même de chez eux qu'on apprend ça. Si ton père est pêcheur, tu apprends d'abord à pêcher. Quitte à ce qu'après, tu apprennes autre chose. Si ton père est chasseur, tu apprends à chasser. Si ton père est cultivateur, tu apprends à cultiver. Si ton père est médecin, donc tu commences ton initiation là à la maison. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. À partir de ce moment, tu t'installes dans une posture d'apporter quelque chose à celui que tu vas rencontrer après. Et quand tu viens rencontrer celui-là, tu viens échanger. Si tu es sorti d'un environnement d'agriculteur, tu as appris à cultiver, tu t'en vas rencontrer un éleveur, tout de suite, tu vas essayer, comme lui, il aura besoin de ton produit, tu vas essayer d'apprendre de lui. Mais nous ne sommes pas dans cette posture parce que notre école a été dévoyée. La deuxième chose, le manuel scolaire, c'est alors l'un des éléments de guerre. C'est une guerre, j'appelle souvent ça un terrorisme intellectuel. C'est l'un des champs où les conflits sont les plus violents après les conflits des armes. Prenons par exemple le cas de l'écriture. Il a dit qu'il est mathématicien, mais l'écriture, on écrit avec 4 signes. On écrit toutes les lettres de l'alphabet avec 4 signes. Le trait, le point, le crochet et la courbe. Donc, quand on veut vous apprendre à écrire, on n'a pas besoin de commencer à vous dire que A s'écrit comme ça. Non, on vous dit A, c'est un trait vertical court avec une courbe ouverte à gauche. Point, vous collez les deux, ça vous fait le A. Tout de suite, ça reste. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Mais comment se fait-il que 60 ans après, on veut nous dire qu'aucun enseignant camerounais n'a compris que c'est comme ça que ça marche? Mais parce que ce monsieur, ce n'est pas l'écriture qui l'intéressait. La lecture, c'est pareil. À partir du moment où l'écriture n'est pas seulement scripturale, elle peut aussi être picturale, c'est-à-dire une image. Ils ont prétendu que nos parents n'ont pas écrit. Mais l'écriture, c'est aussi, comme il a dit, gravé. Donc quand j'ai dessiné, j'ai écrit. Si on dit la maison, je désigne la maison, c'est que j'ai écrit la maison. À partir de ce moment, même lire devient facile. Dès que vous avez maîtrisé la lecture et l'écriture, ça veut dire que dans toutes les langues, vous pouvez enseigner. Mais quand on nous a enfermés dans l'écriture cursive et scripturale, à partir de ce moment, certains de nos peuples ont cru que dans leur langue, enseigner par exemple la physique, c'était compliqué. Moi, je parle sur le contrôle d'un expert. Même la physique peut être enseignée en Bassa, en Bafang, en Babouté. Je dis même la physique nucléaire. Il est là, il peut peut-être me le confirmer. Ce qui veut dire que si nous nous penchons véritablement sur l'école, comme disait M. Aïssi, si nous voulons changer, ce n'est pas l'individu physique qui nous gouverne qu'il nous faut changer. C'est l'individu mental que la colonisation a créé. Et c'est ça la bataille de l'UPC. L'Union des populations du Cameroun dit que nous ne confondons pas de combat ni d'ennemis. Ce ne sont pas les individus qui sont assis là. Parce que si nous les remplaçons, nous allons faire exactement comme eux pour la plupart. Parce que pour la plupart, quand nous regardons le chemin de ceux qui disent qu'ils veulent nous gouverner, ils ont mis leurs enfants dans des écoles où ils ont eu des diplômes, on sait comment. Ils les ont envoyés là-bas pour continuer à être des esclaves, on sait comment. Et on les voit souvent agir. On n'a pas vu un seul d'entre eux venir, par exemple, produire l'élément clé, qui est, par exemple, l'élément qu'un peuple doit être suffisamment nourri pour pouvoir aller au travail. Vous parliez ici l'autre jour de la dépendance alimentaire. Oui. Attendez, si vous avez des problèmes alimentaires, comment est-ce que vous allez vous consacrer au développement? Alors que vous avez tout pour être les premiers. Imaginons que le Cameroun produise la banane plantée. Imaginons, moi je prends un cas, nous avons 7 millions d'élèves. On dit que le taux de perdition est de 70%. Donc on a, dans les 7 millions, nous avons presque 4 millions qui ne vont jamais avoir le bac. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Oh, ces 4 millions, quand vous regardez les jeunes Camerounais dans la rue, ils sont très ingénieux. Ils sont devenus, par eux-mêmes, des éleveurs, des agriculteurs. Vous allez dans les bas-fonds, vous les trouvez en train de faire du maraîcher. Si on prenait la peine
à partir de la classe de 3e primaire. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça, c'est eux quelque chose. Mais je dis à partir de la classe de 3e primaire, nous on avait les jardins scolaires. Si on prenait la peine d'initier nos enfants qui aiment la nature, ils vivent dans la forêt, l'amour du jardin, on aurait des enfants qui seraient des ingénieurs agronomes à 20 ans. Parce qu'ils auront développé leur génie naturel. C'est de ça qu'il s'agit. Le génie, ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école. Un génie, après, se fait 80% du travail, mais chacun naît avec un génie quelque part. Et l'école devait être transversale, de manière à permettre la détection de tous ces génies. Moi, j'ai fait les lettres, mais mes camarades sont là. Quand je faisais les mathématiques, je suis au petit séminaire, j'allais au collège Saint-Michel. Quand je faisais les mathématiques, ils me demandaient qu'est-ce que je faisais là-bas. Au point où un enseignant a dit à mon père qu'il va m'amener au lycée polyvalent. Je ne savais pas comment ça venait, mais dès que j'étais devant l'exercice de mathématiques, des gars qui faisaient la série C à l'époque, moi j'étais à A2, donc je faisais latin. Tout le monde était surpris. Ça veut dire que nous avons une école qui bride en fait les génies. Mais c'est savamment orchestré par ceux qui gèrent notre politique du livre. Ils nous ont mis des livres où même les images sont blancs. Regardez les petits enfants de la préscolaire. Allez dans les écoles, regardez les joueurs qu'on leur montre. Tous les joueurs ont les cheveux lisses, ont la peau décapée. Après, vous êtes surpris que ces gens, une fois que l'une d'elles travaille, 80% de son salaire s'en va à l'étranger parce qu'elle veut s'acheter les mèches et se décaper la peau. Ça commence là. Dans son livre scolaire, toutes les images sont blancs. Tout ce qui est beau est blanc. Tous ceux qui ont les bons cadres sont blancs. Et du coup, vous avez fabriqué, dès le berceau, un enfant qui est extraverti. Et c'est là que ça se joue. Vous avez vu la bataille, je ne le soutiens pas, qu'il y avait un ministre de l'Éducation, Charles Etoundi, je crois, qui était revenu dire qu'il va voir la politique scolaire. Mais il a été éjecté par la fenêtre. Et il a été pourchassé. Actuellement, il ne sait même pas s'il est perdu. Personne ne parle plus de lui. Hein, pour montrer qu'il était un mauvais exemple alors que c'était lui. De bon exemple. Voilà la politique du livre qu'on subit. Le génie des Camerounais aujourd'hui sur l'école consisterait à revoir toute la politique du livre. Ceux qui sont assis à Yaoundé, on sait ce qu'ils ont. Ils ont écarté la norme pour normaliser l'écart. Dès que vous apportez le livre, ils vous disent ma part dedans, c'est quoi? Ils ont mis en place ce que Monon Diana appelle la politique du mapartisme. S'il n'a pas sa part, même si vous avez un livre qui permet demain au Cameroun de fabriquer ses armes, de coudre les tenues, les chaussures pour l'armée, pour que nous ne soyons plus dépendants, ils vont vous mettre dans les tiroirs et ils vont prendre le livre de celui qui dit que tout ce qui est fait, qui est bien fait, qui permet de bien marcher dans la forêt sans avoir des mycoses, doit être fait en France, en Angleterre, en Israël et ainsi de suite. Et du coup, vous trouvez un pays qui est toujours exempt parce qu'il dépense tout son argent à acheter à l'extérieur. Merci beaucoup, Dr Soro. Bertrand Tatina, jusqu'à preuve de contraire, l'école d'aujourd'hui forme finalement toujours la colonisation, on voulait coloniser, qui reste dans le commandement, comme déclarait d'ailleurs quelqu'un sur ce plateau la semaine dernière. Cela veut dire des personnes qui continuent le travail que faisaient les colons. Tout à fait. D'ailleurs, il m'a fait... ça a été très nostalgique de rentrer ce nom de Charles Etoundi. Il a été mon proviseur au lycée Leclerc. Oui. Et on l'appelait Licky Luc. Donc, c'est un monsieur qui... Rapide, plus que son nom. Ah oui, parce qu'on expliquait que quand il vous giflait, le temps que vous vous rendiez compte qu'il est devant vous, vous avez eu la gifle. Donc, il était plus très discipliné au lycée Leclerc. Donc, il existe, ce patriarche est là, il est à Yaoundé. D'ailleurs, je me ferai de rendre visite à ce monsieur. Il est là. Même, lui, abandonné pratiquement, et militant de base pratiquement du RDPC, et un monsieur restait correct. Je profite pour saluer ce grand patriarche. Mais le problème de l'école, c'est porté, comment je vais dire, que par une grosse influence, comment je vais dire, de la France. Si vous ne voulez pas vous libérer, mais je vous ai dit que vous êtes un contre l'opération. Pour eux, il n'y a même pas de raison que vous soyez, comment je vais dire, que des gens qui arrivaient à... Voilà pourquoi la majeure partie des fonctionnaires vont... déposer l'argent, détourner l'argent à lui. Oui, non, le déposer mais pour eux, vous êtes une terre coloniale. C'est-à-dire que quand un Français arrive au Cameroun, il a l'impression que c'est chez lui. C'est-à-dire que c'est sa terre coloniale. Et puis, il voit des gens dans la rue, il voit un peu comment c'est. Mais pour lui, il est en terrain conquis. C'est chez lui. C'est dans l'esprit. Regardez comment Macron s'est exprimé. Vous avez suivi le discours de Madame Parly, en quête quand il s'agissait des problèmes maliens.
Vous ne voyez pas ce qu'on appelle le sommet France-Afrique. Ça renvoie à quoi? Eh bien, vous avez 52 Africains qui sont là, très souriants, et puis vous avez un colon au milieu. Ça renvoie à quoi? Est-ce que ces sommets France-Afrique ont abordé ces problématiques? Ou 52 chefs d'État, quand même, avec un minimum d'influence, je puisse dire à la France, mais essayons de voir même cette histoire de l'école. Mais moi, je vais même plus loin. Vous avez le livre le plus lu, qui est la Bible. Ben, c'est un problème pour moi. J'aborde pas ces discussions avec ma mère parce que c'est une ancienne de l'église. Elle m'appelle souvent mécréant. Ben, je lui dis, maman, vraiment, moi je me pose juste des questions parce que nous, le docteur Mbelek, nous qui avons fait un peu de mathématiques et de physique, on se pose des questions, souvent même des questions relativement idiotes. Et dire que, mais pourquoi quand je saute, je retombe? Voilà comment Newton s'est posé sa première question. Mais pourquoi quand je saute, je ne m'élève pas à l'infini? Pourquoi je dois retomber? Et à la limite, tu peux te dire c'est idiot, mais après tu te dis non, c'est pas si idiot que ça. Mais pourquoi? Justement. Et tu prends un caillou, tu le lances en l'air, tu rencontres quand le caillou retombe. Tu te dis mais c'est quoi cette histoire? Et puis on t'explique qu'ailleurs, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle le système hors terrestre, si tu lances un caillou, il ne retombe jamais. Tu vois que tu te poses déjà deux questions, qu'il y a un problème où je vis quand je lance un caillou. Donc, vous voyez donc ces problématiques-là, cette Bible-là, qui déjà vous renvoie à adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous renvoie à adorer un certain faciès. Moi, je fais constamment la route Douala-Yaoundé. Et quelque part, entre Douala-Yaoundé, il y a une statue relativement avec des cheveux blonds et tout. Et des fois, quand nous passons là, je vois un certain nombre d'Africains à genoux devant cette statue qui renvoie pour moi à un faciès. Et j'ai très mal parce que je vois carrément tout un peuple à genoux devant l'Occident. C'est-à-dire que c'est quelque part sur la route Douala-Yaoundé, dans un village, je ne sais pas comment il s'appelle. Et moi, c'est vraiment, quand nous allons prendre le pouvoir, nous les ultranationalistes, on va détruire ça. Je suis sûr que quand je le dis dans ce village, on doit se dire que voilà, c'est un sacrilège que dit ce monsieur. Mais nous allons détruire ça. Parce que à chaque fois, des fois vous le faites même la nuit. Vous voyez des fois des enfants à 2-3 heures du matin, ils sont à genoux devant cette statue, devant cette femme blanche, devant le renvoi de cette femme blanche. Mais vraiment, les bras nous en tombent. Donc, vraiment, au-delà de fabriquer des colons, ça fabrique ça. C'est-à-dire qu'un peuple qui décide par lui, en dépit de tout ce qu'il peut représenter, c'est-à-dire que de rester pratiquement à genoux devant un autre peuple qui lui demande même rien. À la limite, même c'est le noir qui va devant le blanc et s'agenouille et dit que je suis ton esclave. Vous voyez donc que c'est pour ça que nous disons les hommes politiques. Moi, je suis même allé plus loin et j'interroge. Quelle est la mission de l'école dans ce pays? Est-ce qu'on veut former des gens pour qu'ils aient des diplômes? Est-ce qu'on veut former des gens pour qu'ils parlent bien? Est-ce qu'on veut former pour que... Prenez le commandement. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ngoué, prenez le commandement. Et puis c'est le commandement. Qu'est-ce qu'on veut dans l'école? Est-ce qu'on veut former des gens éduqués, bien élevés? Est-ce que le patriotisme peut être formé à l'école? Est-ce que notre école forme des patriotes? Est-ce que ça forme des patriotes? Est-ce qu'on ne se développe pas déjà parce qu'on se dit, vraiment ce pays, le Cameroun, il faut déjà qu'on commence par l'aimer? C'est-à-dire, avant de dire qu'il faut développer le Cameroun, il faut déjà aimer le Cameroun. Mais quels sont donc alors, qu'est-ce qu'on met donc en place en termes de programme, au-delà même du programme du livre, même du programme télévisuel? Parce que quand ton enfant a fini de lire le livre, supposons même qu'il ait lu le livre, comment je vais dire, en Bassa, il parle bien le Bassa, il a compris les pratiques et les us et coutumes des Mbongbok et de tout. Mais s'il regarde la télévision et qu'il regarde Marimar, et qu'il voit Marimar toute sa journée, j'ai bien l'impression que Marimar arrive à véritablement le déraciner, même en fait, comment je vais dire, de sa pratique et de l'amour qu'il a pour avoir les techniques d'un bon boc pour soigner. Donc, vous voyez donc que vraiment, c'est tout un environnement dans lequel on doit vivre, même en termes, comment je vais dire, d'habillement. J'avoue que moi, je suis vraiment à ce niveau colonisé. Je suis très souvent en costume. Moi-même, des fois, je m'en veux, moi. C'est-à-dire, je m'en veux à moi-même, mais je suis le fruit de ces histoires. Donc, vous voyez donc que c'est véritablement à revoir, parce qu'un peuple est fort, un peuple est dynamique. Mao était arrivé à dire aux Chinois que je veux pas de col large, on n'en a pas de moyens. Je vais plus loin, et il expliquait que celui qui s'oppose à moi, je le pends. C'est ça qui va amener la guerre entre deux courants nationalistes en Chine. De un qui explique qu'il faut la problématique même déjà de produire du riz. Ça, à l'époque de Mao, c'était pas le produit des agrégés. C'est-à-dire, c'était la problématique d'expliquer que quand je regarde notre taux de natalité, nous serons en 2020, on va approcher les 2 milliards. Si on ne mange pas, si chaque Chinois n'a pas un bol de riz, on fait comment?
par rapport à Chiang Kai-shek qui expliquait que oui, effectivement, au-delà de ce nationalisme chinois et de cet amour envers la Chine, on peut aussi également de gagner quelque chose au contact des autres. Vous voyez donc que la vocation Xi Jinping, il n'est pas agrégé. Le Politburo est ce qu'on appelle le bureau politique chinois, c'est-à-dire qu'ils ont soit 80 ans de moyenne d'âge, qui en fait décide pour ce parti communiste qui a 11 millions de cadres. 11 millions de cadres, qui a, comment je vais dire, près de 40 millions de Chinois, de think tanks chinois qui réfléchissent aux problématiques de développement de la Chine. Ce ne sont pas des agrégés. Ça commence déjà par l'amour de la Chine. Je vous ai toujours, et je prends toujours cet exemple, où j'ai discuté ici avec un jeune Chinois. Je lui ai expliqué que mais tu es pauvre, tu as un short, tu n'as rien du tout. Tu es au Cameroun, tu vis même de façon difficile. Moi, je passe souvent à la télévision au Cameroun. Pourquoi je ne peux pas t'accompagner, toi? Tu viens te plaindre de Xi Jinping, de ton pays, où tu as quelqu'un en fait qui dirige la Chine, qui fait de la Chine une grande puissance, mais toi tu ne profites pas de ça, que toi tu es fâché. Mais il a failli ne plus me dire bonjour. Il m'a expliqué que non. Lui, non, pas de problème avec la Chine. Que son problème ici, en fait, c'est d'essayer de travailler pour pouvoir demain importer ces marchandises de Chine. Vous voyez? C'est-à-dire que l'école chinoise a enseigné, les livres chinois ont enseigné à chaque Chinois qu'il est un agent économique, un porteur de la civilisation, un porteur du développement, un porteur de l'industrie de Chine. Ce sont les livres chinois. Donc lui, en tant en short au Cameroun, mangeant son coquille, mais camerounais, pauvre. Lui, cette école-là l'a habillé de cette idéologie-là au point où sa condition de pauvre n'est pas un problème. Son problème, c'est Chine. C'est-à-dire, c'est tout faire pour pouvoir, comment je vais dire que, soumettre le Cameroun aux produits de la Chine. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir des livres, une politique, des hommes politiques qui pensent à ça? Et pour ça, il faut véritablement couper le lien avec la France. Et c'est ce que mon frère Parfendom explique, que si on ne s'assoit pas, s'il n'arrive pas à un moment donné où on s'assoit avec ce qu'on appelle la France, pour faire un audit de notre relation depuis l'esclavage, vraiment, on me dit toujours que non, vraiment, tu es en train de préparer une guerre avec la France. On ne peut pas s'économiser d'une guerre avec la France. Vraiment, la personne qui ne veut pas, moi je ne discute pas avec quelqu'un qui me dit qu'on va s'économiser d'une guerre. On ne peut pas, la guerre n'est pas forcément une guerre armée. C'est-à-dire que c'est une véritable confrontation, mon ami, en termes de souveraineté, en termes de prise de souveraineté. Parce que pour la France, question de vie ou de mort, c'est même ça qui a été, comment je vais dire, la première recherche du père de Rocard dans la recherche de l'arme nucléaire de la France. C'est faire de vous, à vie, éternellement, des terres d'influence. C'est à cause de vous que la France a eu le droit de voter au Conseil de sécurité. C'est à cause de vous que la France a été cooptée en fait dans ce qu'on appelle le siècle des grands. C'est même à cause de vous que la France a été classée dans ce qu'on appelle le camp des vainqueurs. La France a été dans le camp des vainqueurs. Mais si vous ne vous battez pas, si vous, à partir du livre, à partir, comment je vais dire, des techniques, à partir de Afrique Science, du docteur Mbelek, qui arrive par des techniques rudimentaires à produire des génies, rudimentaire, Afrique Science, vous y arrivez, votre enfant à la maison, vous dites que mais il est véritablement idiot, amenez-le chez le docteur Mbelek. Vous en ferez pratiquement un génie. Bonamou ça dit là, Bonamou ça dit. Donc, si vous ne produisez pas ça, merci docteur pour ça, pour notre pays. Si vous ne faites pas ça, vous faites comment pour avoir véritablement des citoyens dignes, évidemment, à la hauteur des ambitions du siècle qui arrive et de notre émergence en 2035. On aura toujours en 2035 un Cameroun émergent, mais un fonctionnaire camerounais qui fête l'anniversaire de son enfant avec 3 champagnes de Perrier, 3 champagnes de Perrier. On vous a compris, Tata Tinda. Docteur Jean-Paul Mbelek, justement, on a un gros problème. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure d'apprendre et d'aller à l'école. C'est 2 choses très différentes. Et maintenant, le problème est le suivant, sur le sol africain, c'est que beaucoup vont à l'école pour chercher le diplôme, pas pour garder la connaissance. Oui, merci pour la question et merci aussi pour Bertrand Tatinda qui m'a tendu la perche. Mais je vais y revenir à la fin de mon propos. Justement, on a encore 14 minutes, on va revenir sur Afrique Science dans un instant. J'aimerais dire, moi j'ai pas peur de la guerre. Hein. Moi je suis là, si la guerre me trouve ici, je suis... Vous l'avez déjà dit, hein, 1 million de fois. J'affronte la guerre. Voilà, et je participe à l'effort de guerre. Donc, il y a cette école occidentale, moi-même j'ai appris le latin, de la classe de 4e jusqu'en terminale. Si vis pacem parabellum, ça c'est du latin. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc Bertrand, la guerre, on ne va pas la fuir. Et c'est pas seulement avec la France, avec tous les pays occidentaux qui ont été responsables de la colonisation, l'esclavage, et qui continuent encore aujourd'hui à nous créer des problèmes
c'est la même quand tu es Kadhafi, Oumi Obel, Lumumba, et j'en passe, et beaucoup d'autres. Donc on a un compte. Il y a une dette de sang. Depuis, il y a des dossiers terribles. Il y a une mer de sang qui nous sépare. Oui. Il continue à faire couler ce sang-là. Okay? Donc cette guerre est inévitable. Je dis même, il faut la programmer. C'est-à-dire qu'on est des hommes, on ne fuit pas. Oui. Il faut la programmer. Oui. Sinon, on n'arrive pas à la faire. Nos enfants la feront. Oui. À un moment donné, il faudra qu'on les écrase. Moi, je ne mâche pas mes mots. Hein. Donc, je ne suis pas en train de faire des métaphores. Je dis, il faut qu'on les écrase. Parce que moi, connaissant la psychologie des Occidentaux, en particulier des Français, je sais que tant qu'on par exemple, ils respectent les Asiatiques parce qu'ils les ont écrasés. Oui. Tant qu'on ne les a pas écrasés, eux, ils continuent à savoir qu'eux, ils nous ont écrasés. Donc, ils viennent en terrain conquis, comme on l'a dit ici. Donc, l'autre école, là, ou Yigil, ou peu importe. On vous suit. Attention, on parle français, n'est-ce pas? C'est pour préparer nos enfants à nous libérer, à se libérer, à nous libérer totalement de l'esclavage et de la colonisation, pour redevenir des États, des pays, des hommes libres, souverains, chez eux, mettre leur destin, leur richesse, etc. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est pour aller à la Lune, c'est inutile. Commençons d'abord par vivre ici sur la Terre. Donc, notre rôle, quel que soit ce qu'on fait, en tout cas, moi, quand j'allais à l'école, ce n'était pas pour la diplômite. Moi, j'étais à l'école parce que j'ai un grand-oncle qui m'a dit que va chez les Blancs. J'ai quitté le lycée Jos, j'étais en classe de 5e, je passais en 4e. J'allais donc là rejoindre mon papa qui était travaillé immigré là-bas. Va là-bas pour nous ramener la science des Blancs. Moi, j'ai été pour récupérer les connaissances qui, d'ailleurs, ils nous ont volées. Je n'ai pas été pour le diplôme. Évidemment, quand j'ai eu les connaissances, j'ai eu aussi en parallèle les diplômes. Hein? Je donne un exemple. Je connais des physiciens. Parce que la diplômite vient des Français. Là, je pense spécialement de l'Afrique, le Cameroun, côté francophone. Là. Voilà. Je connais des physiciens, j'ai donné au moins un nom, qui n'ont pas de doctorat en physique, mais qui sont prix Nobel de physique. Il y en a un qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'est Freeman Dyson. On peut écouter sur YouTube Freeman Dyson. Il le dit, Dyson, D-Y-S-O-N, Freeman, F-R-E-E-M-A-N, Freeman Dyson. Il le dit, il n'a jamais eu de doctorat. Mais il a eu le prix Nobel de physique. Ok, sur l'électrodynamique quantique. Donc c'est pas du n'importe quoi. Et ils sont nombreux. Vous allez aux États-Unis, on n'a pas la diplômite. Alors pour revenir à la question. Bon. Moi je pense que, étant donné le biais sur lequel on parle, oui. Voilà, où les gens, une fois formés, comme ils sont polarisés sur l'argent, ils vont faire des détournements. D'abord, il faudrait que dans nos écoles, on apprenne aux enfants la différence entre l'argent et la richesse. C'est pas la même chose. Oui. L'argent, c'est de l'escroquerie. C'est fait pour voler la richesse de ceux qui en ont. Et ramener ça chez ceux qui n'en ont pas. Et c'est eux qui fabriquent l'argent, en particulier le CFA. Donc déjà, il faut déjà comprendre ça. C'est une façon de se libérer aussi. Et de ne pas faire du n'importe quoi. Afri-Science, c'est du parascolaire. Oui. Ce qu'est Bertrand Tracy, là, c'est pas la vantardise. Allez-y, on vous suit. C'est une vérité. Parlant d'Afri-Science. Oui, c'est une vérité. Tout le monde a qu'à venir exploiter. Mais les Camerounais ne sont pas conséquents, je trouve. Et c'est une autre école. C'est-à-dire que quand les gens s'engagent, parce que moi, je passe ma journée à Afri-Science, je ne vois venir pas grand monde. De temps en temps, il y a 2 personnes qui passent. Je ne peux pas rester là tout le temps à attendre 2 personnes, et au cas, ils vont venir. Alors que les connaissances que nous voulons dispenser sont nécessaires pour le pays. Quand on dit parascolaire, c'est-à-dire que le parent, il fait l'effort, au lieu d'aller payer sa coiffure quand c'est les femmes, ou aller boire sa bière quand c'est les hommes, il fait l'effort, comme nos parents l'ont fait pour nous autres, de payer du parascolaire à son enfant. C'est-à-dire que l'enfant, comme Bertrand Tracy l'a dit, qui n'a pas de bons résultats à l'école, il vient à Afri-Science, on va lui expliquer d'abord le chapitre 0. D'abord, c'est quoi les mathématiques et comment ça fonctionne. Et idem pour les autres sciences. Et il va faire des expériences. Donc, ça veut dire que retourner, il sera excellent. Parce que ce qu'il aura intégré dans cette... il veut devenir excellent. C'est l'excellence que nous visons. Et ces choses deviennent faciles pour lui. L'inverse ne donne pas le même résultat. Si je cherche le diplôme, ça donne ce que a dit Aïssi tout à l'heure, des gens qui ont le diplôme, mais qui n'ont pas, qui sont incompétents. C'est-à-dire que quelqu'un dit qu'il est ingénieur, non, il n'a pas le génie. Mais ici, il n'a pas dit autre chose, quelque part, si je ne me trompe pas. Il est génie, il n'a pas le génie. Il est économiste, c'est Ouattara, il dit que le CSA, c'est bon. Vous voyez, des vous a compris. Comme ça. Donc, je relance l'appel sur Afri-Science, un peu comme l'a fait un certain Charles de Gaulle, mais qui en fait était un vrai poltron, il est plutôt parti se réfugier. Moi, je ne suis pas poltron, je n'ai pas peur, je suis là. Je dis qu'il faut que les parents envoient leurs enfants à Afri-Science. Et quand on leur envoie du courrier, qu'ils répondent positivement de façon conséquente, pas se contenter. Et les gens n'ont qu'à venir expérimenter sur place ce qui se passe. Et le résultat sera là. Et donc c'est une contribution majeure. Alors je lance également un appel aux autorités.
Je dis, pourquoi ils ne font pas appel à des gens comme nous autres? Moi, ce que je dis, c'est ce que je fais. Je ne suis pas incompétent. Je suis actuellement le seul astrophysicien dans ce territoire. Et même dans la région, mis à part le Nigeria. La sous-région, je veux dire. Donc, comment ça se fait que des gens qui ont des compétences... Le Cameroun a un service secret très développé. Donc, ils savent que Jean-Paul Mbelek existe depuis plus de 20 ans. Que moi, j'ai mes diplômes et que j'exerce. Comment ça se fait qu'ils ne font pas appel à des gens comme nous? Ils font appel à des gens qui ne donnent aucun résultat sur la longue durée. Alors, il faut expliquer, hein, où on est libre, où on ne l'est pas. Voilà. Mais moi, je suis là pour engager la bataille de libération du pays. Et bientôt, nous ne serons plus de cette terre, on sera mort. Entre maintenant et la mort, on doit changer ce pays. Et j'attends que, au mois de fin décembre, 31 décembre, au plus tard, le président Paul Biya déclare clairement et nettement, bon, s'il ne veut pas parler lui, qu'il fasse parler d'autres, que le Cameroun n'est plus dans le CFA. Parce que sinon, c'est lui qui nous déclare la guerre. C'est Paul Biya à ce moment-là qui va nous déclarer la guerre. La guerre que pour l'instant nous mettons aux Nozo, nous mettons à Boko Haram, et puis tous les Camerounais qui créent le désordre, je pense à la base qui n'ont rien compris, etc., y compris M. Kamto qui demande aux gens de sortir, qui lui aussi n'a rien compris, soi-disant c'est un super avocat. Je dis que si d'ici la fin de l'année, le CFA n'est pas déclaré comme définitivement fini au Cameroun, ceux qui sont encore en pouvoir au pays auront déclaré la guerre aux Camerounais. Il faut que ce soit noté. Merci beaucoup, voilà. Dr Mbelek. Albert Anatola, ici, vous sortir rapidement de cette édition, plus que 7 minutes hein, avec vous ce matin. Jusqu'à preuve de contraire, on parle, on dit des choses, on dénonce des choses, mais jusqu'à preuve de contraire, eh bien, les décideurs ne prennent pas de décision. Oui, déjà, tout à l'heure, j'ai questionné la qualité de l'école. Est-ce que c'est une école qui a vocation à fabriquer les bureaucrates? Est-ce que c'est une école qui a vocation à fabriquer les technocrates, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas à l'école pour obtenir des diplômes, mais qui sont improductifs? Est-ce que notre école a vocation justement à être productive, c'est-à-dire à se projeter dans son développement, dans son émergence économique, politique, culturelle et sociale? C'est ça qu'il s'agit, et ça commence par les livres. Ça commence par les livres, parce que moi je me rappelle, lorsque j'étais à la primaire, on avait les plantations scolaires. Chaque classe avait un jour pour aller justement dans cette plantation. Pour aller faire des expérimentations, aller faire les travaux, n'est-ce pas, d'assainissement, les travaux champêtres. Travaux champêtres. Et à la fin d'année, faire des boutures, à la fin d'année, oui. on faisait des récoltes qui étaient équitablement distribuées d'abord au directeur de l'école et aux enseignants. En fait, ça avait l'avantage de nous familiariser avec les travaux, les travaux, les produits d'agriculture, je veux dire, ou agro-pastoral. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on retourne à ces fondamentaux-là. Vous avez aujourd'hui des écoles qui n'ont même plus de cours de récréation, qui n'ont pas de plantation derrière, parce que quand vous avez beaucoup d'espace, on vous initie aux travaux d'assainissement. TM. Travaux manuels, merci. Donc voilà cette école-là. Mais aujourd'hui, vous avez des écoles qui ne portent de nom d'école, qui ne sont écoles que de nom en temps pour moi. Pourquoi? Parce que les travaux manuels, c'est disparu. Les plantations scolaires, c'est disparu. Et quand bien vous voudrez discipliner votre élève, votre enfant, vous débarquez à l'école, vous commencez à donner des coups de poing à l'enseignant. Voilà donc les problèmes de l'école. Pourquoi? Parce que ça part justement de la culture, c'est-à-dire de ces messages que véhicule le manuel scolaire. Tout à l'heure, Tachina parlait également, c'est-à-dire quand, admettons que nous ayons des manuels appropriés qui véhiculent notre culture, notre civilisation, notre problème, notre histoire, et qui te projettent dans une économie de production, et que votre enfant à la maison regarde d'autres choses, c'est-à-dire qui véhicule une autre culture, une autre civilisation, ça va poser quand même un problème. Et ça aussi, c'est de la responsabilité des parents. Parce que, lorsque je le dis, j'ai fait association à ce que vous appelez association des parents d'élèves dans nos écoles. Parce que voilà des instruments. Association des parents d'élèves, c'est juste pour le gombo également. Voilà des instruments, ça peut être, ce sont des instruments de pression, mais qui ne font pas. Ils font autre chose que faire la pression pour qu'on ait une école de qualité avec des manuels scolaires appropriés. Merci beaucoup Albert Anatola ici. Docteur Sora, pour sortir rapidement de cette édition, finalement, on ne va pas être défaitiste. Les choses peuvent changer. Puisqu'on peut avoir justement une écriture en quelques jours, on peut également avoir une langue en quelques jours et revenir aux fondamentaux. Les choses vont nécessairement changer. Sauf que
nous voudrons maîtriser l'agenda pour qu'elle ne change pas contre nous. Parce que ne minimisons pas ceux qui sont en face. Et je disais d'entendre que moi, étant de l'Union des populations du Cameroun, j'aime interpeller le président Paul Biya. Parce qu'actuellement, comme le disait le docteur Mbelek, c'est lui qui a le pouvoir et les moyens. Peut-être qu'il a sa stratégie, mais à un moment donné, il faut être clair pour que votre peuple voie vraiment où vous voulez l'amener. Ça permet de lever les amalgames. Il faut que le président Paul Biya prenne une option fondamentale pour la libération totale du Cameroun. Actuellement, on ne peut plus lui faire la pression. Parce qu'on a le moyen, nous, de faire la pression à la France. Elle a une dette contre nous, c'est nous qui avons libéré la France. Il faut qu'on se réconcilie avec notre peuple. Je commençais à l'introduction en disant que il faut qu'on se mette debout. Qu'on dise à nos frères et sœurs, oui, nous l'avons fait. Nous avons assassiné nos compatriotes, mais parce que nous n'avons pas compris. Et pour preuve, voici là où on les a enterrés. Venez faire le deuil, faisons le deuil ensemble. Oui. Quand il aura cette légitimité, parce que là, le peuple va se lever pour dire, voilà l'autre homme. Oui, nous l'avons fait, nous avons confisqué le pouvoir. Maintenant, pour changer le pouvoir, voilà comment on va procéder dorénavant. Il aura une autre légitimité politique. À partir de ce moment-là, nous tous qui nous agitons autour pour dire qu'on va prendre le pouvoir, on va prendre le pouvoir en sachant où on va aller et sans avoir peur. Pour ceux qui ont encore peur, nous leur disons que la mort est la seule chose dont on est sûr sur terre. Tout le reste est aléatoire. Il s'agit d'arrêter les simagrées, comme on dit souvent, à l'image de ce que M. Kouété est allé faire l'autre jour à Edea. Voilà des gens qui, parce qu'ils n'ont pas été à la bonne école, sont allés écrire leur nom, du vivant encore, sur les tombes. Vous allez faire une tombe pour votre père et vous écrivez votre nom parce que vous avez construit la tombe. Ça montre jusqu'à quel degré de déchéance la quête de pouvoir et de position a ramené notre peuple. Sortons de cette vision du pouvoir pour aller vers le savoir, parce que le savoir va nous contraindre à avoir le savoir-faire et le savoir-être. Voilà ce que devrait être la véritable école. Merci beaucoup, monsieur. Je dis quelques messages avant de vous dire au revoir ce matin. Bonjour, le plateau. Je suis monsieur Samuel depuis Yaoundé. J'ai besoin du numéro du docteur Mbelek. Le docteur Mbelek vous donnera ce numéro dans un instant. Bonjour à toute l'équipe des batteries relevées avec l'une des fines fleurs de l'IBS matin, à savoir le docteur Soro, le docteur Mbelek, Tatina Bertrand et Triple A. Nous avons été extravertis dès le cerveau, dès le berceau. Adi le bientissime Soro, comment peut-on concevoir qu'un agrégé d'économie détourne comme un vulgaire citoyen? Tatsinda a dit quand nous, ultranationalistes, arriverons au pouvoir, à quel moment estime-t-il l'avènement de cette période? Elle viendra bientôt, très bientôt même d'ailleurs, à quand un mouvement panafricaniste à l'allure de partis politiques au Cameroun. Je vous attends, fédérer toutes ces intelligences, nous déclare d'ailleurs, il faut le dire, cet homme. Il dit bonjour à M. Ndo Mabanda Kani Abikai, créer un parti panafricaniste et nous sommes derrière vous et nous serons derrière vous. Bon, messieurs, on vous demande de créer un parti politique panafricaniste pour que tout le monde soit derrière vous. Bonjour, le plateau d'éducation en Afrique est un mélange vraiment extraordinaire. J'ai fait une remarque personnelle, l'Africain ne connaît même pas son histoire. Eh bien, nous aussi, nous l'avons dit d'ailleurs sur ce plateau ce matin. On se pose bien la question, ça va pourquoi? Dit bien ce matin, une salutation particulière au docteur Soro. Comment voulez-vous qu'on nous apprenne notre histoire alors que les manuels scolaires sont écrits et édités par les Occidentaux avec la complicité de nos dirigeants? Oui, on le sait également, c'est depuis la nuit des temps que nous en parlons. Le numéro du docteur, là on nous appelle du côté du Gabon. Ben, je vous donne le numéro du docteur, hein. C'est le 671 85 77 05. 671 85 77 05. 00237 si vous êtes hors du Cameroun. Si vous êtes hors du Cameroun, 00237 671 85 77 05. Si vous êtes hors du Cameroun, 00237 671 85 77 05. J'espère que vous avez eu le numéro. Bon, vous êtes nombreux à nous écrire, hein. Demain, je vais prendre le temps de lire tous vos messages. Merci à vous tous qui étaient connectés ce matin sur WhatsApp, sur Facebook. Également, pas de guerre, messieurs. Docteur Jean-Paul Mbelek, merci d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. Merci également à vous, hein, Bertrand Tatinda. Merci beaucoup. Merci au docteur Soro d'avoir également été là ce matin.
Albert Anatola ici, merci. Madame, messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Eh bien, bonne journée à toutes et à tous et à demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.